Ce que je vous propose en premier, en fait, c'est de vous expliquer pourquoi on est présent aujourd'hui. En fait, Pauline, qui est ici, et moi, on fait partie de l'association des anciens de la faculté. Et donc, on a décidé, en partenariat avec la faculté, d'organiser une table ronde où sont présents des anciens pour vous expliquer quels ont été leurs parcours respectifs. L'idée jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans en fait qu'on fait partie de l'association des anciens, qu'elle a repris un peu vie. Mais pour le moment, nous nous sommes concentrés sur les anciens exclusivement et nous organisions donc des soirées entre anciens où on pouvait se retrouver. Le problème, c'est que si vous, étudiants, vous n'avez pas connaissance de l'association des anciens, quand vous devenez finalement et que vous intégrez le parcours professionnel, vous ne venez pas naturellement nous voir. Donc l'idée, ça a été de revenir en fait à la source et de revenir vous voir pour tout simplement qu'il y ait un véritable échange et que vous puissiez, une fois que vous êtes sorti des études, contribuer au réseau d'anciens étudiants de la faculté. Donc l'objectif en fait c'est quand même créer du lien, créer un réseau comme je vous l'ai dit. La première option qu'on a mis en place c'est qu'on a créé une page Facebook à laquelle de nombreux étudiants dont vous faites partie donc se sont inscrits. Ce qu'il faut savoir donc c'est la page ancien FFBC ESA qui a été créée et dans laquelle en fait on a notamment Jessie qui nous envoie régulièrement des propositions de stage ou d'emploi que l'on diffuse, à laquelle vous pouvez donc répondre. Et d'autre part nous vous annonçons donc tous les événements que l'on peut créer au cours de l'année. L'idée aujourd'hui, c'est donc de s'inscrire dans la semaine événementielle à laquelle vous participez, puisque au cours de cette semaine événementielle, vous avez pu contribuer et participer à de nombreuses manifestations. Donc là, mercredi matin est dédié à l'échange avec donc des étudiants diplômés pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Donc on aura une table ronde maintenant. Vers 11h30, on a un cocktail durant lequel vous allez pouvoir discuter directement avec eux, mais aussi avec les autres tables rondes, puisque je ne sais pas si tous aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas tous encore sûrs de ce que vous allez faire comme parcours. Donc il faut savoir qu'il y a une table ronde banque et une table ronde comptabilité qui est en train d'être organisée en même temps que la nôtre. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres si vous n'êtes pas encore sûr à 100% de ce que vous souhaitez faire. Alors, on va commencer désormais par vous présenter, enfin les intervenants vont se présenter à vous. L'idée donc de cette première partie, c'est qu'ils puissent tout simplement vous dire quels ont été leurs diplômes et quelles ont été ensuite leur intégration dans la vie professionnelle. Donc je vais les laisser se présenter à vous. Il en faut un, donc Pierre-Gérard Villemette, donc je suis aujourd'hui directeur général adjoint d'une entreprise sociale qui s'appelle PAC Métropole Nord. On procède en fait, notre projet en fait, c'est l'insertion des personnes à travers l'habitat. Donc je suis directeur général adjoint, ancien de l'ESA, diplômé de la promo FFI 2000. Et j'ai ceci de particulier, on aura l'occasion peut-être de rééchanger là-dessus, d'avoir fait mon diplôme à 33 ans. Donc pas en formation initiale, ou plutôt si, en formation initiale, avec des collègues à l'époque qui avaient 24 ans, 25 ans, tout en travaillant. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis manager d'une centaine de personnes, de direction, et j'ai dans mon champ de compétences la trésorerie, la finance, mais pas que. Donc voilà, je pense que je vais pas être plus long et de passer la main. Bonjour à tous, Jean-François Poulenay, je suis le directeur des référentiels d'Amundi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Amundi, c'est la plus grande société de gestion d'Europe. Donc ça gère 1000 milliards de dollars. C'est comme actionnaire Crédit Agricole et Société Générale. Et c'est 32 implantations dans le monde. Donc ça va de Hong Kong, Singapour, l'Australie, on vient d'acheter en Caroline du Nord. Voilà ce type de choses. C'est quoi un directeur des référentiels? Ça, c'est le truc qu'on pose à chaque fois. C'est le type qui pousse la data sur les écrans des traders. Donc, c'est quoi la donnée? C'est toutes les données de marché, que ce soit celles des bourses, mais également les données de Bloomberg, Reuters, toutes les informations financières, tout ce dont les gérants ont besoin. Mais c'est également les autres bases de données de la société. Vous entrez, vous êtes salarié, vous êtes dans une base de données. C'est géré par mes équipes. On crée des produits. Notre job, c'est de créer des OPCVM. Ces produits sont là. On pousse sur les plateformes des autres pour que ces fonds deviennent achetables. Ce sont mes équipes qui font ce job-là. Donc la direction des référentiels chez Amundi,
c'est 75 personnes, plus 30 informaticiens dédiés, sur un ensemble, Amundi fait 3000 personnes à travers le monde, pour 2500 en France. Merci. Bonjour à tous, donc Yannick Moison, directeur de la trésorerie et des financements du groupe Roquette. C'est un groupe industriel familial qui est situé dans le nord de la France, à cheval entre le nord et le Pas-de-Calais. Donc nous sommes présents sur 3 continents, donc Amérique, Europe et Asie. Donc nous sommes numéro 5 mondial, numéro 2 européen et numéro 1 indien depuis l'année dernière. Bonjour à toutes et à tous. Franck Laden, donc je suis directeur de la trésorerie et des financements du groupe Oxylane. Donc, le groupe Oxylane, c'est la maison mère de notamment des magasins Decathlon et des autres filiales qui gravitent autour. Alors moi je suis responsable d'une équipe de 23 personnes, composée en 5 départements. Donc on a un département spécialisé dans le cash management, donc la gestion des flux internationaux, notamment des flux de paiement. On a un département dédié aux assurances groupes, parce que souvent dans les corporates, certains corporates font le choix de regrouper toute l'activité assurance avec l'activité trésorerie. Apparemment, on aurait une bonne notion de ce qu'est le risque, donc ça tombe bien pour nous. Ensuite, on a toute l'activité risque de marché, donc essentiellement, nous on est actifs sur le marché d'échange et le marché de taux, un petit peu sur les commodities. On a une activité de financement, bien évidemment, avec toutes les relations bancaires et investisseurs externes. Et enfin, on a une dernière activité qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est toute l'activité juridique, puisque on a un département spécifique juridique, contrat de financement et bancaire. Merci à tous pour cette présentation presque complète, puisqu'en fait maintenant ce que je vous propose c'est d'avoir un échange entre nous sur par exemple la première question que j'ai envie de vous poser, et puis on laissera aussi les étudiants vous poser des questions. C'est quand vous arrivez le matin, est-ce que vous avez une journée type? Que faites-vous en fait au quotidien dans vos journées professionnelles? Vous pouvez répondre chacun votre tour. Moi j'attends désespérément ma secrétaire qui arrive 2 heures après moi. Non, alors les référentiels c'est un job un tout petit peu particulier parce que on travaille ce qu'on appelle en follow the sun. Que comme on a une implantation au Japon, ils ont démarré une paire d'heures avant nous. Donc toutes les merdes qui sont arrivées entre le moment où ils ont démarré et le moment où nous on s'est levé, il faut les régler en 1 heure. Donc on a cette problématique-là, les référentiels à Paris commencent vers 6 heures du matin. Donc il y a 2 gamins qui arrivent tous les matins à 6 heures, la tête un peu dans le cul, il faut quand même bien l'avouer, et qui traitent tous les sujets asiatiques. Il faut tout régler, pourquoi? Parce qu'à 9 heures du matin, le magnifique gérant qui touche une blinde, lui arrive et il veut que toutes ses données soient super propres pour démarrer son portefeuille. Et ça, c'est hyper important. Et sur un marché action, c'est pas bien compliqué, hein. Le marché action s'ouvre, ça commence, c'est disponible. Le marché obligataire, c'est un petit peu plus tricky. C'est-à-dire que tous les calculs sont faits. Il n'y a pas de marché en tant que tel, il n'y a pas de cotation en tant que tel. Ce sont que des calculs d'analytique, il y a très peu d'échanges au quotidien sur certains types de trésorerie. Alors forcément sur l'OAT, etc., ça traite à le Bund, il n'y a pas de sujet. En revanche, sur d'autres obligations corporate, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ces gérants ont besoin de tous des calculs d'analytique qui sont faits par ces équipes de référentiel. Donc moi je fais que superviser, bien sûr je ne fais rien par définition. Merci Jean-François, c'est clair. C'est ça le boulot d'un chef. Ça donne envie, hein. Au niveau de la trésorerie, donc il y a différents métiers, c'est ce que disait mon collègue. Et après, dans chaque entreprise, je pense qu'il y a un périmètre spécifique alloué à la trésorerie. Dans le cadre de Roquette, nous avons 3 départements. Un département, c'est du classique cash management. Donc, et là, quand les personnes travaillant dans la partie cash management commencent relativement tôt le matin, puisque nécessité en fait de gérer la trésorerie quotidienne, et donc ça c'est plutôt une activité du matin pour la partie France-Europe, avec des interactions fortes également qu'on peut avoir avec nos sociétés qui sont situées bien sûr au niveau asiatique, donc très tôt le matin également, ou un peu plus tard dans la journée avec les sociétés américaines par exemple. Après, au niveau de la trésorerie chez Roquette, nous avons 2 autres activités de marché. Donc effectivement, nous intervenons sur le marché d'échange, marché des taux, c'est du classique, marché commodities également,
puisque dans notre activité industrielle, nous transformons des matières premières agricoles. Donc nous sommes un gros acteur sur le marché des céréales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, enfin aux États-Unis de façon beaucoup plus limitée, et un très gros poids au niveau Europe et également au niveau asiatique. Donc mise en place de transactions financières également sur les matières premières agricoles par le biais des marchés organisés ou des marchés OTC, et marché de l'énergie également, puisque nous sommes très gros consommateurs d'énergie. Donc ça, c'est la deuxième activité qui se fait plutôt pendant les horaires de bureau. Donc c'est un peu plus classique, on commence un peu plus tard sur les marchés qu'on commence en cash management. Et troisième activité, en fait, au niveau de la trésor, c'est le credit management, puisque nous sommes en B2B. Donc nous avons à gérer le risque de contrepartie, donc allouer des lignes de risque à l'ensemble de notre clientèle, pouvoir gérer ces lignes de risque et bien sûr faire la chasse au retard de paiement le cas échéant. Donc voilà, donc 3 métiers différents qu'on retrouve au sein de la trésorerie avec des profils différents au niveau des équipes. Juste, j'ai une question, en fait, je ne l'ai pas posée tout à l'heure, mais en gros, votre taux, enfin vos heures en fait, de travail, ça se répartit comment dans la semaine? C'est très concret, en fait, vous travaillez vraiment beaucoup. On travaille à mi-temps, donc minimum 12 heures par jour. C'est ça, la généralement un peu le week-end. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important, Yannick, on fait le même métier à peu près, et ce qu'il faut retenir, c'est que l'amplitude horaire est assez importante, surtout quand on a la chance de travailler à l'international. Toi en plus tu as la partie États-Unis, donc tu fais vraiment le grand écart entre tous les fuseaux horaires. Un conseil, c'est en général le smartphone, vaut mieux pas le laisser biper pendant la nuit, sinon on dort pas parce que les messages s'enquillent tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est le matin quand on arrive, je ne sais pas si tu as le même cérémonial, c'est en effet de faire le tour des équipes, parce que sur les activités flux, comme l'a expliqué Yannick, y a des cut-offs, des dates, des horaires à respecter. Et en général, il faut bien se rapprocher des équipes, savoir s'il n'y a pas des problèmes de tuyaux, des problèmes informatiques. C'est un peu le lot quotidien, que ce soit chez nous ou au niveau des banques. Aussi, aller faire le tour de l'activité risk management, parce qu'aller voir ce qui se passe sur les marchés, c'est aussi intéressant. Même si on est sur les activités de direction, il faut quand même rester connecté à ce qui se fait au jour le jour. Donc, aller voir le cours de l'euro-dollar, voir ce qu'ont fait les devises asiatiques sur la nuit, c'est essentiel. Et puis, je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. Les réunions s'enchaînent. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est, en tout cas pour ma part, c'est de savoir dire non et de savoir prioriser. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, parce qu'on est sollicité sur énormément de sujets. Mais le plus dur, c'est de savoir se focaliser sur les 2-3 sujets du moment et surtout savoir les mener jusqu'au bout. Parce qu'on a plutôt tendance à prendre tout ce qu'il y a et finalement de faire tout à moitié. Je crois que c'est parfois un des travers qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu, puisque vous avez donc mis en priorité la faculté dans vos choix. On va laisser maintenant donc Pierre Gérard également répondre. Alors, un peu comme mes collègues, je suis aux 35 heures, mais souvent en 2 jours. Je n'ai pas de journée type, mais plutôt une semaine type, car dans l'entreprise dans laquelle je suis, on a donc une activité. L'activité principale, c'est la gestion locative. Donc on met à disposition des logements qui font l'objet de facturation de loyer, qu'on encaisse tous les jours. Donc quand je disais semaine type, pourquoi? Parce que mon métier en tant que directeur général adjoint, je m'occupe en fait de 6 métiers. Donc il y a le métier de la gestion locative, le métier de l'entretien du patrimoine. Vous voyez, l'ESA, ça peut mener très loin. Et donc ensuite la comptabilité. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui feront audit et compta plus tard. Le contrôle de gestion, les services généraux et enfin trésorerie finance. Alors je vais m'appesantir plus précisément sur la trésorerie finance. Aujourd'hui, donc mes équipes gèrent un flux d'environ par an 60 millions d'euros. Donc nous ne sommes pas à l'international, nous intervenons uniquement sur la métropole lilloise. On est plutôt dans une problématique, je dirais, moyen-long terme. Donc sur ces 60 millions, il y a 30 millions qui font partie de l'exploitation, 10 millions de fonds qu'on gère pour des propriétaires privés, en fait. Donc l'argent qui ne nous appartient pas. Donc il nécessite
une grande sécurité. Il y a une garantie pour eux d'être payés de tout ce qu'on reçoit. Et enfin, 20 millions d'investissements. Nos investissements donc, se font principalement avec une banque que vous connaissez peut-être, la Caisse des dépôts et consignations. On se finance sur des durées de 40 à 50 ans pour pouvoir créer du logement très social qu'on va donc proposer à des familles en grande difficulté. Et aujourd'hui, j'ai dans mes équipes donc un trésorier d'entreprise dédié qui est assisté donc d'une personne. Donc ils sont 2 à gérer ces flux financiers. On va donc terminer cette première partie qui concernait la présentation assez rapide des intervenants et de leur journée type. Est-ce que déjà vous avez des questions concernant cette première partie? N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Vous pouvez poser des questions directement. Je vais vous expliquer les prochaines, comme ça vous évitera donc de poser des questions dont on pourra parler après. On va parler des études, on va parler de l'insertion professionnelle, de la carrière professionnelle, de la valeur du diplôme et du réseau des anciens. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas bien grave, elles viendront après probablement. On va tout de suite passer à la deuxième partie de notre intervention. Merci. Donc, qui concerne donc les études. L'idée de cette partie, c'est que vous puissiez nous parler, pour ce qui vous concerne, en fait, des souvenirs en fait, que vous pouvez avoir de votre vie à la faculté, de comment ça s'est passé, quels sont pour vous les points forts de notre diplôme, quels sont aussi les points faibles, et plus globalement, quelle était votre vie estudiantine, personnellement, je pense que c'est important aussi de vivre autre chose que les cours durant la faculté. Ça passe pas uniquement par les soirées, mais aussi parfois par une vie associative au cours de laquelle on peut rencontrer effectivement d'autres personnes, et c'est la création d'un premier réseau. Voilà, donc je vais vous laisser vous exprimer sur ça, allez-y très largement, et puis peut-être auriez-vous des questions ensuite à poser. Alors moi je suis un contre-exemple de ce que tu viens de dire, parce que j'étais président d'association pendant 5 ans, donc par définition j'ai appris à faire des journées assez longues. De quelle association? C'était la Staff AES, puisque moi j'ai fait, donc à la fac de droit, j'ai fait AES jusqu'en licence, ensuite j'ai fait maîtrise droit des affaires, gestion financière, où là j'ai rencontré notre ami Eric Debotte, qui m'a trouvé un certain talent pour la finance, c'était le seul à l'époque, faut bien être honnête, et donc il m'a admis en tête de liste sur le DSS FFI, Finance Fiscalité Internationale. Voilà. Donc j'ai été pendant 5 ans président de la Staff AES, j'ai été membre du conseil d'université, jamais élu au conseil de faculté bizarrement, mais également membre du conseil scientifique, et j'avais une particularité d'avoir un jour férié supplémentaire par rapport à vous, qui était mon anniversaire, puisque les chargés de TD étaient bourrés dans mon asso, donc c'était quand même très compliqué pour eux de faire court. Donc c'est un truc assez important à signaler, pas qu'il soit bourré, mais que le concept était que vous devez créer du lien pendant vos études, c'est essentiel. Alors il y a la vie associative, ça c'est quelque chose d'assez simple, mais également en dehors. Parce que quand vous allez arriver en entreprise, vous allez être complètement paumé si vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce lien. Pourquoi? Vous êtes doué, sinon vous ne serez pas là. C'est extrêmement simple. Donc vous êtes doué, vous avez un don. Ça peut être votre capacité de travail, ça peut être une compétence intellectuelle particulière. Mais si on ne le sait pas, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire savoir. Faire savoir, c'est aussi aider les autres. Parce que quand on fait la courte échelle à quelqu'un, un jour, vous pouvez tendre la main et puis cette personne-là va vous tirer vers le haut. Et c'est comme ça qu'on grimpe dans la hiérarchie d'entreprise. Mais il faut vous créer un réseau, pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, également autour. Il y a des associations professionnelles qui existent, qui permettent de traiter des sujets globaux. Bon, pour ma part, j'ai intégré des associations pro dans la gestion d'actifs, ce qui m'a permis d'être après expert auprès de l'Union européenne sur la réforme des OPCVM. C'est très con, mais ça aide beaucoup dans la carrière. On parlera des pépettes après, vous allez voir pourquoi ça... C'est vous aussi les rétrocommissions C'est ça, c'est nous aussi. Merci. Voilà. Merci. Juste 2 points forts, 2 points faibles. Je sais pas, c'est plus facile pour les autres puisqu'ils auront les questions. Ici je pense que la difficulté, c'est la connaissance du nom. Alors FFBC, c'est ça. Donc ESA, c'était déjà plus facile, mais ça ressemblait un peu à une agence spatiale. FFBC, c'est un peu compliqué à valoriser. Néanmoins,
Là, ça, c'est un des points faibles. Un des points forts, c'est votre formation. Elle est excellente, la preuve. Hein, donc c'est conceptuel. Sinon, on ne serait pas là. Et puis, non, mais c'est hyper important. Vous êtes plutôt bien formé, dans un cadre qui est plutôt agréable. C'est à taille humaine. Donc, si vous comparez aux universités parisiennes, mais alors, si vous le faites à New York, c'est encore pire. Voilà, le dimensionnement des effectifs pendant les cours est tout à fait correct. Il vous permet d'apprendre, en plus des intervenants de valeur. Mais le gros point noir, c'est le manque de connaissances et le manque de volontarisme dans l'envoi des CV pour les stages. Je recrute entre 5 et 10 stagiaires par an. 3 alternants. Je n'ai aucune candidature. Voilà, merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pierre Gérard, oui. Alors moi, je ne veux surtout pas de CV sur la dernière partie, non, c'est une blague. Donc sur les études, comme je le disais en introduction, je suis un peu un cas particulier parce que j'ai repris donc ces études tout en travaillant. Donc le premier semestre a été plutôt compliqué pour moi parce que je m'occupais à l'époque d'une PME dans la téléphonie. J'étais responsable administratif et financier et en même temps étudiant. Et ça, vraiment en même temps. Donc mon premier semestre a été très compliqué à tout point de vue, notamment sur les résultats. Hein, donc j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un dirigeant qui croyait en moi et qui m'a permis en fait de continuer tout en recrutant une personne, un mi-temps qui a fait en fait une grosse partie du boulot que j'avais pas laissé durant cette année d'études. Alors sur la vie étudiante, moi j'ai beaucoup apprécié en fait l'entraide et je pense que c'est aussi vrai aussi pour vous aujourd'hui. Par exemple, moi je n'avais plus fait de mathématiques depuis presque 15 ans et j'ai eu des camarades de promotion qui avaient plutôt souvent un double diplôme avant d'arriver en dernière année, enfin en DESS, et qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé. Et l'aspect de la réussite que j'ai eu, il est avant tout collectif, parce qu'il y a vraiment eu ce travail ensemble pour pouvoir amener ceux qui étaient moins bons en maths à niveau. Moi, j'avais des compétences à l'époque assez importantes en informatique. J'ai pu aider à mon tour. Et je pense que dans cette vie estudiantine, alors étant marié avec 2 enfants, j'ai moins fait de soirées avec mes collègues, mais j'en ai fait quelques-unes. Ça fait partie aussi de la vie. Je pense réellement qu'il y a une vraie entente dans cette école. Et moi, ça m'a laissé à la fois un réseau, parce que je vois encore beaucoup d'anciens, plutôt d'ailleurs par email ou par message interposé, physiquement un peu moins parce qu'ils ne sont pas tous sur l'île, il y en a à l'étranger, il y en a partout en France. Et voilà sur cette partie études. Sur la partie les points forts, les points faibles, je vais rejoindre mon collègue. L'ESA, l'École supérieure des affaires de Lille, c'est vrai que ça ressemble à une agence spatiale, je ne l'avais jamais faite. En même temps, c'était quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire que quand on voit le réseau, quand on explique qu'on est diplômé de l'ESA, ça fonctionne. Par contre, très sérieusement, diplômé de la FFBC, je m'occupe de badminton dans la vie, ça fait Fédération française de badminton, le sait, je ne sais pas. C'est un point faible. C'est un point faible parce que dans le réseau, vous avez des écoles prestigieuses. Ils sont d'abord connus par leur nom. Hein, et je trouve que le terme école est quelque chose d'important. De la même façon, association des anciens, bon, c'est bien. Je trouve qu'association des diplômés aurait beaucoup plus de sens. Parce qu'on a tous en commun, vous pas encore, mais bientôt, on a tous en commun un diplôme. On a tous ça en commun. Au-delà d'être des anciens. Et je trouve qu'ancien, ça fait un peu ancien combattant. Diplômé, il y a un dynamisme dans ce mot-là. Ça veut dire qu'on a tous passé du temps à se former, qu'on a obtenu un diplôme, et en effet, un diplôme qui est très reconnu. Hein, les professionnels connaissent ces parcours. Alors je ne sais pas aujourd'hui comment se passe le diplôme.
j'ai été intervenant pendant 6 ans ici, dans le cours de Corporate Finance. À une époque, c'est peut-être encore le cas, il y avait la moitié des intervenants qui étaient des professionnels d'entreprise. Et ça, ça donne une coloration, une expérience que peu d'écoles finalement donnent à leurs étudiants. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va tenir compte de... C'est vrai qu'ancien, ça fait un peu ancien combattant. On va regarder pour transformer ça en diplômé. Ça peut avoir du sens, surtout, on le verra tout à l'heure, puisque la formation professionnelle en cours de vie est extrêmement importante. Et on a la chance d'avoir des diplômés qui peuvent parfois le faire en formation continue, donc ça peut avoir du sens de changer. Moi, il y a une chose, Oui. un vrai point fort, je trouve, de l'ESA, de la FFBC, peu importe du terme. C'est vrai que c'est pour moi, je trouve aussi que la terminologie a son importance, mais le fait qu'on soit quand même dans un contexte universitaire, c'est hyper important parce que, sans faire de comparaison avec d'autres formations, il y a quand même une mixité qui est différente ici. Et très honnêtement, moi, dans mes études, c'est vraiment ce qui m'a apporté beaucoup, parce qu'on n'est pas tous sortis du même moule. Et ça, c'est une vraie force. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est une vraie force de côtoyer des gens qui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux, qui ne viennent pas des mêmes environnements, parce qu'on partage beaucoup plus de choses, on s'ouvre beaucoup plus, et ça, derrière, en entreprise, ça marque vraiment énormément. Vous parliez des réseaux. Oui, les réseaux, c'est important. Il faut que ce soit habilement fait, parce que là, je sais qu'aujourd'hui, ça devient un sport national, on le voit dans les CV, hein, les étudiants sont très bien armés pour travailler les réseaux. Parfois, c'est pas très bien fait. Alors que finalement, le meilleur réseau qui peut être fait, c'est celui que vous vous constituez aujourd'hui, à côtoyer des gens vraiment différents. Et en entreprise, ça se ressent. Ça se ressent énormément. Moi, je trouve que les étudiants venant de l'université sont en général beaucoup plus ouverts sur les autres et sur leurs collègues. Et je trouve ça une vraie force. Parfait, merci beaucoup. Je vais laisser maintenant donc Yannick. Je pense que tout a été dit et donc je suis d'accord avec l'ensemble de mes collègues. Moi j'avais fait AES également, donc premier et deuxième cycle AES avant de rejoindre l'ESA. Donc je connais qu'une université, c'est celle-là. Après, point fort, la multiplicité des matières qui permet. Alors c'était le cas à l'époque, hein, j'ai fait FFI également. Donc la possibilité de pouvoir se diriger à l'issue du DESS dans un certain nombre de domaines, clairement. Le point faible, pour moi, c'est également la reconnaissance et aller beaucoup plus vers les entreprises, puisque en tant que professionnel, et on a des emplois du temps qui sont relativement chargés. Donc quand nous sommes à la recherche, en tant que fainéants de base, nous préférons que l'information nous vienne et que les CV nous viennent, etc., plutôt que de devoir agir dans le sens opposé. Et il y a un certain nombre d'universités ou d'écoles qui sont très à la pointe sur ce type de démarche. Et donc le FFBC, voilà, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc vous avez la chance d'avoir des anciens qui sont présents dans le tissu économique régional, mais bien au-delà. C'est-à-dire que vous avez des représentants d'anciens, enfin, ou de diplômés de cette école qui rayonnent également sur Paris ou à l'international, dans des belles sociétés. Vous avez des opportunités de pouvoir travailler dans le tissu local, que l'on va être dans la distribution, que l'on va être dans l'industrie, ou alors aller un peu plus loin, donc en France ou à l'étranger. Par contre, nécessité de communiquer beaucoup plus et d'être plus à la manœuvre en réactivité par rapport aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est le point important. Pour information, je recherche 2 stagiaires, donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci à tous. C'est parfait puisque effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on peut penser nous en tant qu'étudiants. Personnellement, je n'ai pas parlé de mon parcours, mais moi, je suis sorti donc en 2010. De la faculté avec un master en gestion de patrimoine. Maintenant, je travaille chez Indosuez. Et pendant la faculté, pendant mes études, j'étais président de l'association qui s'appelait ESUS Conseil, qui était une junior entreprise. Et ça aussi, je pense que ça peut faire la différence. Alors, je sais très bien que vous n'êtes pas incité, ni par les notes, ni par les professeurs, à faire ce type de démarche. Mais cette démarche, en fait, vous devez la faire par vous-même. Là, ici, vous avez la possibilité de rencontrer
des diplômés de la faculté, et c'est très important. Mais créez-vous du lien, créez vous-même en fait vos propres opportunités. Et par exemple, la création d'une junior entreprise, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, la plupart des grandes écoles aujourd'hui en ont, des grandes universités. Aujourd'hui, en fait, cette junior entreprise est terminée, est fermée, puisque malheureusement, en fait, les étudiants ne la faisaient plus vivre. Malheureusement, nous avions à l'époque décroché des contrats avec notamment le groupement Leclerc, ce qui à la fois permettait d'avoir des contacts, mais aussi d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat pour les étudiants qui travaillaient pour nous. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de choses que vous pourriez faire, qui est à votre portée. Ça demande effectivement du temps, mais c'est aussi agréable de le faire en groupe, et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oui. Je vais me permettre de faire un aparté là-dessus. On avait à notre époque créé une méga-teuf au Grand Palais de Lille qui avait réuni 3000 pèlerins. Ça, on peut se marrer autant qu'on veut. C'est une expérience en soi. Organiser une soirée de 3000 personnes, alors je ne sais pas si le GGN existe encore ici, hein, le comité des fêtes de la fac de droit, pendant longtemps, organisait des fêtes qui défiaient l'entendement, mais ça, faire partie de ce genre d'association, c'est hyper important. Vous allez avoir des contacts avec Ricard, Marlboro, etc. Déjà, le lien commence. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent vous fourguer du cancer, hein, c'est le concept. Mais néanmoins, vous commencez à apprendre à négocier des contrats, parce que vous n'avez pas de thunes. Donc par définition, il faut obtenir de la gratuité. Et obtenir de la gratuité, c'est très compliqué. Et ça se fait uniquement par le réseau. Donc vous apprenez la relation avec l'autre. La logistique, autre point hyper important. Créer une méga soirée, c'est un enfer de logistique. Et ça vous confronte aux difficultés de sécurité, compter sur l'autre, management, tout ce genre de choses qui vous serviront plus tard. Donc c'est très important. Donc quand on dit vous devez vous investir, junior entreprise, etc., ça peut être aussi festif, c'est pas uniquement un truc hyper sérieux, rigide. On va, juste avant de passer donc à la prochaine partie, ce que je vous propose, c'est peut-être à ce moment-là, avez-vous des questions? Vous, au quotidien, vous avez des cours. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie qui concerne les études? Bon, on le fera après, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est normal, vous avez peur. Ouais, on a peur aussi. Bon, c'est pas grave. Alors, on continue avec la prochaine partie qui concerne cette fois l'insertion professionnelle. Là, c'est quelque chose à laquelle vous allez être confronté très bientôt, puisqu'il s'agit d'une partie au cours de laquelle on va aborder quels ont été vos premiers stages, vos premières expériences professionnelles, votre premier emploi, quel est le rapport de cet emploi avec vos études, hein. Par moment, ça n'a pas toujours du sens tout de suite, le délai de recherche, mais aussi, et une question que vous vous posez, que vous n'osez peut-être pas poser, quelles ont été vos conditions d'emploi? Ça passe par le statut, ça passe par le salaire. Comment se négocie un premier salaire? Ça fait beaucoup de questions. L'idée, c'est d'avoir effectivement un débat ouvert. Donc n'hésitez pas à répondre, évitez d'aborder les mêmes parties tous, mais vous pouvez. Enfin, vraiment, vous êtes libre de le faire. On va commencer par... Donc, promo 2000 également. Une chance certainement, c'est que nous avons une association. Je souhaitais travailler en gestion de trésorerie. C'était le domaine qui m'intéressait et pour lequel j'estimais avoir un minimum de compétences, au moins de connaissances, pas de compétences, de connaissances à l'issue de mes études. Donc nous avons une association donc, qui s'appelle la FTE, Association française des trésoriers d'entreprise, par laquelle j'ai trouvé mon premier emploi, donc en ayant mis une petite annonce, parce qu'en tant que fainéant, comme d'habitude, les lettres de motivation, ça ne m'intéressait pas trop. Donc j'ai déposé une offre, une demande d'emploi sur le site de la FTE. J'ai été contacté par les AGF. Donc juste à la sortie de mon stage, ça c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y avait un stage nécessaire à effectuer. Donc un premier passage aux AGF qui a duré très peu de temps, puisque c'était un CDD que j'ai cassé au bout de 2 mois, puisque j'ai été appelé au sein d'un groupe de la distribution nordiste pour travailler au niveau de la trésorerie du groupe. Donc c'était chez Auchan, donc j'y ai travaillé pendant 4 ans en tant que trésorier assistant. Je
pense que c'est la voie classique suivie par l'ensemble des étudiants qui arrivent en trésorerie. J'ai quitté le groupe Auchan pour rejoindre, donc, à l'issue de ces 4 ans, le groupe Chanel. Donc là, avec une expatriation dans la région parisienne sur Neuilly. Donc passage d'une société de distribution à une société de distribution spécialisée, dira-t-on, à minima, avec une activité industrielle. J'y suis resté 2 ans en tant que trésorier adjoint et j'ai rejoint en fait le groupe Roquette depuis 8 ans maintenant. Et donc je suis revenu dans mes pénates du nord de la France. Le point important, je pense, parce qu'on parle dans les questions, il y avait négociation salariale, etc. Pour moi, le point principal, c'est une bonne sélection du stage à effectuer lors de sa dernière ou ses 2 dernières années, parce que le stage va vous permettre de vous différencier potentiellement par rapport à vos compétiteurs que vous allez retrouver sur le marché de l'emploi. Donc premièrement, bien sélectionner son stage, avoir le stage le plus intéressant possible, le plus large possible, sauf si on veut vraiment travailler dans une niche. Alors sachant que dans les métiers de la finance, vous allez rapidement vous retrouver dans des niches. Au niveau de la trésorerie, c'est un domaine, on a vu, avec différentes fonctions, mais quelque part c'est un métier de niche. Donc attention à ne pas trop se spécialiser immédiatement si nous n'avons pas la certitude de vouloir continuer pendant quelques années dans un domaine bien précis. Essayez de vous ouvrir un certain nombre d'opportunités. Sélectionnez votre stage avec attention et donnez-vous lors de votre stage. C'est-à-dire que première chose, ça signifie faut bosser, quoi. Faut bosser, mettez le plus de chances de votre côté. Donc vous allez arriver dans une entreprise dans le cadre de votre stage, vous avez la nécessité, ce qu'on disait tout à l'heure, de vous créer un réseau et de vous retrouver le plus possible dans l'environnement et de vous fondre dans l'environnement quelque part de l'entreprise qui va vous recevoir. Donc négociation salariale, bah ouais, négociation salariale, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Dès le premier poste, quand vous négociez à la sortie du stage ou au premier emploi, est-ce qu'il y a une véritable négociation ou plus une proposition d'entreprise que vous acceptez ou refusez? C'est une proposition d'entreprise. Moi, je n'ai pas négocié parce que ce qui m'intéressait, c'était le boulot. Et donc, j'entendais en dernière année, alors il y a parfois certains bruits au niveau des enseignants ou des anciens qui font miroiter des merveilles au niveau du premier emploi. Ok, c'est bien. Après, il faut prendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire que moi j'ai commencé chez Auchan, j'étais agent de maîtrise en quittant le DESS. Ça ne m'a pas posé de problème existentiel de ne pas être cadre, alors que j'avais un certain nombre de collègues qui, en quittant le DESS, étaient cadres. Ce que j'avais, c'était l'envie d'aller dans une entreprise où nous allions avoir des responsabilités. Donc ça, c'est un point important. Un périmètre d'action relativement large. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était pour moi important. Et le statut venait dans un deuxième temps. Mais quelque part, il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on ne récupère pas à la sortie, nous le valorisons à l'issue des emplois successifs que nous allons avoir au cours de notre vie professionnelle. Donc de temps en temps, il est bon de savoir prendre du temps et de se structurer pour pouvoir valoriser après une expérience. Merci beaucoup. C'est vrai que pour revenir sur les stages, je vais vous faire partager un peu de mon expérience personnelle. Moi, je suis rentré dans la trésorerie par hasard. Déjà, parce que je voulais travailler dans une boîte où on faisait du sport, donc dans la région Décathlon, c'était pas mal. Et il s'avère que je me suis retrouvé pour un stage en trésorerie. Alors, c'était à l'issue de ma licence. Je ne savais pas trop ce que c'était, moi, la trésorerie. Mais cette anecdote mise à part, le stage, moi, j'avais un stage obligatoire de 2 mois. Et le stage durait 6 mois. Et de toute façon, le stage c'était 6 mois, et si je n'acceptais pas, je n'étais pas pris. Donc du coup, je suis parti pour un stage de 6 mois. Donc autant vous dire qu'entre ma licence et ma maîtrise, j'ai pas pris beaucoup de vacances. Par contre, j'ai énormément appris. J'ai beaucoup appris. Alors c'est vrai que c'était rageant, parce qu'au mois d'août, voir tous les copains partir, quand finalement on est en train de bosser, c'est pas évident. Mais ce qui est génial pendant les mois d'août, c'est que les collègues partent en vacances. Donc du coup, vous vous retrouvez du rôle de stagiaire à vous prenez un peu plus d'importance parce que forcément, il faut quand même faire tourner la baraque. Alors pour le peu qu'il y ait une ou deux problématiques
qui traîne et qui est personne, ben, finalement vous êtes la personne la plus qualifiée à la traiter, alors que ça fait que 4 mois que vous êtes dans la société. Et là on apprend énormément. Donc ça c'est un premier point. N'hésitez pas à prolonger vos stages. C'est un peu ce que tu disais Yannick, c'est les stages intéressants, c'est rarement des stages de 2 mois. Si on veut des vraies belles missions, ben, il faut s'en donner les moyens. Il ne faut pas non plus regarder l'indemnité de stage. Alors maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus cadré. C'est réglementé. À notre époque, sans faire déjà les vieux, moi, je suis diplômé de 2002, mais les stages, c'était pas rémunéré. On allait en stage 6 mois, on touchait rien du tout. Alors c'était pas évident, parce qu'il fallait vivre à côté. Mais néanmoins, on se rend compte que les entreprises, elles sont quand même pas diaboliques. Hein. Si vous donnez dans les stages, j'ai rarement vu une boîte qui, au final, donnez pas un peu de vacances à ses salariés. Donc moi, sur mes 6 mois, j'ai eu quand même 15 jours de vacances, durant lesquels j'ai été payé. Voilà, on m'a payé des vacances. On m'a donné une belle prime de stage. Et ça, c'est hyper important. Parce que aussi, ce que tu disais par rapport à comment on négocie son salaire, finalement, dans une entreprise, bah, quand on est jeune diplômé, on n'a pas beaucoup de levier, hein, faut être honnête. Hein. On ne vient pas avec beaucoup de prétentions. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est la mission et le domaine de prédilection que vous souhaitez. Ça, c'est important. Alors oui, moi je me souviens, c'était le grand jeu, hein, on était entre nous, t'as eu combien ah ouais, tu t'es fait avoir, t'as vu, ils nous ont dit que c'était autant. Et oui, il y a des disparités, c'est certain. Les sociétés n'ont pas les mêmes bases salariales. C'est un fait, mais ne vous arrêtez pas à ça. Une carrière et un salaire, c'est surtout la carrière. Faites ce qui vous plaît. C'est hyper important. Vous avez une super formation, en tout cas vous allez en avoir une entre les mains qui vous permettra de faire ce qui vous plaît et sur vos 45 ans de vie professionnelle, peut-être plus pour vous. Hein, mais ça c'est essentiel. Finalement, qu'est-ce que c'est que pendant 3 ans de sa vie, prendre un peu plus son temps pour apprendre, partir sur une bonne base, et je peux vous garantir que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. En tout cas, moi c'est un conseil que je peux vous donner. Merci beaucoup, Franck. Écoutez, Pierre Gérard. Donc, pour ce qui concerne l'insertion professionnelle, bien entendu, à 33 ans, l'insertion a été faite. Hein, j'étais déjà cadre quand j'ai rejoint donc cette formation. En même temps, le diplôme m'a apporté beaucoup de choses. J'avais aussi, malgré que j'étais professionnel et cadre, une période de stage. Alors, pour ma part, non obligatoire. Et j'ai fait ce stage. Alors, le choix du stage est important. Vous devez faire, il me semble, votre choix de stage, votre recherche de stage en fonction de ce que vous n'avez pas. Et moi, à l'époque, j'avais 2 choses que je n'avais pas. La connaissance de la banque. Je traitais des contrats avec les banques, pas tous les jours, mais souvent. J'étais dans une PME qui avait quelques soucis de trésorerie. Donc, comme on dit, plutôt court que long en cash. Donc je cherchais du financement souvent, pas tous les jours mais presque. Donc j'ai décidé à l'époque, je connaissais, dans mon réseau, j'avais le directeur grande entreprise d'une banque, la Caisse d'épargne, maintenant Nord France Europe, mais qui était à l'époque la Caisse d'épargne de Flandre. Et j'ai fait un stage donc, au sein des équipes grande entreprise de cette banque, alors que j'étais moi responsable administratif et financier d'une PME. Ça m'a permis plein de choses, comprendre leur système de calcul de risque, comprendre comment ils calculaient leurs prix aussi, comment la formation des prix chez eux, ce que c'était aussi le métier de trésorier de banque. Alors je suis moi-même, et avant le diplôme, donc membre aussi de l'Association française trésorier d'entreprise. Donc j'ai fait ce stage. Ce stage, j'ai vite fait le tour de la question, parce qu'on m'a vraiment ouvert les portes, on m'a tout expliqué. C'était aussi non rémunéré. Et il me manquait une deuxième chose, et ça je vous invite à le faire si c'est votre cas, l'anglais. J'avais fait de l'anglais scolaire, etc. Je ne parlais pas du tout anglais, à part yes, no, I'm tired, qui est suffisant pour draguer. Mais professionnellement c'est un peu court, vous n'en disconviendrez pas. Je suis parti en stage donc en université de langue à Toronto. Donc j'ai passé 2 mois seul, en laissant famille et enfants en France. Et c'est magique, au bout de 2 mois, vous revenez, vous parlez couramment l'anglais. Et ça m'a permis, par exemple, de rejoindre un groupe qui s'appelle Salustro Redel, hein, qui depuis a été racheté par KPMG, où j'étais dans une petite équipe
une entreprise qui est emblématique dans le métier de la trésorerie, c'est Trésophie. Trésophie qui, à l'époque, était dirigée par Jacques Pilet. Alors Jacques Pilet, c'est le monsieur qui a créé le métier de trésorier en 1977, en plaçant pour la première fois, à l'époque, il y avait le contrôle d'échange, les dollars donc devaient être versés au trésor dès le lendemain. C'est le premier qui a fait des choses complètement hors la loi. Il a pris ces dollars, il les a donc placés dans des comptes en dehors des frontières françaises, donc à Londres, pour pouvoir jouer le dollar contre le franc. À l'époque, c'était complètement interdit. C'est lui-même qui a créé l'AFTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise, et ça a été mon patron pendant 3 ans, où pendant 3 ans, on connaît tous maintenant la Banque Postale, par exemple. Vous connaissez la Banque Postale. À l'époque, elle s'appelait La Poste. J'ai fait partie de l'équipe qui a créé la centrale de trésorerie de La Poste. J'ai eu l'occasion de faire un audit, par exemple, des moyens de paiement, sécurité des moyens de paiement, pour un groupe dont on entend parler, pas toujours du point de vue finance, mais du point de vue plutôt social, ArcelorMittal, qui à l'époque s'appelait Arcelor. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, grâce à ce diplôme, parce que nous étions une équipe pluridisciplinaire, très, très axée sur la gestion de trésorerie, l'analyse des flux, les risques. Ensuite, j'ai rejoint, je suis revenu dans la région, alors c'était sur Paris, ce poste, pendant 3 ans. Je suis revenu dans la région et j'ai fait par hasard, et en même temps c'est un métier, le métier de manager de transition. Donc ça c'est un métier qui ressemble un peu à vos études finalement, vu que à chaque fois vous découvrez un nouveau métier, de nouvelles problématiques, de nouvelles personnes, un nouveau réseau, pour faire en sorte que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Donc ça, dans des métiers aussi, donc toujours de contrôleur financier et de directeur financier. Et il y a 8 ans, l'entreprise sociale pour laquelle je travaille recrutait un directeur administratif et financier, une création de poste, pour faire la fusion de 3 entités. Donc j'ai candidaté, ils m'ont retenu. Aujourd'hui, l'entreprise, donc, c'est 260 collaborateurs. Donc c'est une entreprise qui est assez importante. Et de directeur administratif financier, je suis passé très vite directeur général adjoint, membre du directoire, vu qu'on est à directoire et conseil de surveillance. J'ai eu une période où j'ai dû assumer la direction générale par intérim. Donc, vous voyez, ce diplôme, c'est vraiment un tremplin, à condition, et je rejoins Yannick et les autres collègues, de prendre le temps. Prenez votre temps. Le salaire, tout ça, moi, j'ai jamais eu à négocier un salaire. Et globalement, en plus de 20 ans de carrière, j'ai dû être valorisé, je pense, presque 12 ou 13 ans. Pas de suite. Et souvent, il faut oser bouger. Moi, mon employeur aujourd'hui, c'est mon 9e employeur. Depuis le début de ma carrière, pas depuis le diplôme. Et ça aussi, c'est important d'oser bouger, de prendre des risques. Vous savez, un peu comme le joueur de football, il change de club. Il change de club. Alors des fois, quand vous changez de club, vous pouvez vous retrouver sur le banc de touche. Bon, c'est pas toujours génial. En même temps, ça fait partie des risques. Et je vous invite donc à voyager. Il est important de voyager. Une entreprise, ce qu'elle recherche, c'est la richesse de votre parcours. Et vous avez la chance d'aujourd'hui d'être dans un diplôme qui est très riche, avec des enseignements diversifiés, et donc qui permet finalement, malgré l'aspect très spécialisé, de partir ou dans l'entreprise, ou dans la banque, ou dans la trésorerie, ou dans autre chose. Il y a finalement, on fera un sondage sur la promo, on est de la même promo, Yannick et moi, on fera un sondage sur la vingtaine de collègues que nous étions. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de métiers différents et dans des secteurs différents. Merci beaucoup. On finit avec Jean-François. Oui, alors moi je vais faire la transition avec le point d'après parce que je ne sais pas parler de carrière professionnelle, c'est ça ? Je ne sais pas parler carrière sans pognon. C'est chacun son truc, mais moi j'ai choisi finance. Donc, alors, le point quand même essentiel, c'est que pendant, j'étais à votre place, je travaillais comme agent immobilier chez Nexity. Donc je vendais de l'immobilier neuf et accessoirement les programmes de défiscalisation. Alors, ceux qui connaissent un peu, c'était du Meignery et du Périsol à l'époque, mais maintenant il y a du Flow et machin. Donc ça permettait déjà d'avoir un contact clientèle. Alors pourquoi je précise ce point ? C'est que je gagnais 12 000 francs par mois en étant étudiant. Je vous laisse faire les taux de conversion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce, pendant 3 ans pendant mes études. Donc c'est pas juste le job qu'on fait comme ça. Quand tu disais qu'effectivement en août,
n'avais pas de vacances, etc. Moi, pendant 3 ans, j'ai pas eu de week-end, parce que les journées portes ouvertes, c'est le week-end par définition, et j'ai pas eu de vacances. Et le truc qui était super intéressant, comme tu le disais, en août, alors moi j'avais des filles qui bossaient avec moi, donc les commerciales, eux, partaient en vacances avec leur mari. Donc j'avais la baraque pour moi tout seul. Et c'est super intéressant d'être le seul à pouvoir vendre des appartements sur plan, etc., et de faire des projets de défiscalisation. J'ai fait un stage où, là pour le coup, je dois bien avouer, je me suis vautré grave. J'ai pris un stage de gestion de patrimoine au Crédit du Nord. Je pensais que j'allais adorer la gestion de patrimoine, je me suis fait chier comme c'est pas permis. Et j'avais dit, super, Jean-François, tu ne travailleras pas dans une banque à Paris. Et ben pas de bol, j'ai mon binôme de mémoire qui s'était vu proposer à la Banque Bruxelles-Lambert, rue du Faubourg Saint-Honoré, 2 emplois. Comme on avait exactement la même formation, c'est-à-dire maîtrise droit des affaires et les 2 SS, puisque c'était mon binôme, il m'a dit, bah tiens, il cherche le même profil que moi. Est-ce que tu veux pas tester? Alors, quand vous êtes à Lille, vous sortez de la gestion de patrimoine au Crédit du Nord, on vous annonce que vous allez aller à Paris, alors que vous vivez à Lille, pour rentrer dans la Banque Bruxelles-Lambert, qui accessoirement était beaucoup plus proche de Lille que de Paris, on dit, bon, ok, je vais y aller, je vais voir ce que c'est, et puis, comme c'est un CDD de 6 mois, je vais rester à Lille, et je vais faire les allers-retours en train tous les jours. Donc moi, je commence ma carrière comme ça, à 160 000 francs en CDD agent de maîtrise, point important, je n'étais pas cadre non plus, c'est-à-dire que je gagnais moins que quand j'étais étudiant. Hein, on remet les choses dans le contexte, je vivais mieux en étant étudiant qu'en étant salarié. Au bout de 6 mois, je devais éviter l'armée, parce que vous avez été de chance, mais moi je suis diplômé de 99, donc c'est la dernière année où l'armée était obligatoire, sauf si on avait un CDI. Donc je priais pour pouvoir être confirmé en CDI en janvier de l'année 2000, ce qui a été fait, où j'ai été revalorisé à 182 000 francs. Je vous rassure, c'était la dernière année en francs, hein, après on va parler euros. Donc en CDI comme responsable juridique adjoint de la BBL Asset Management, qui est devenue ING Investment Management. 1 an et demi plus tard, le but était clair, hein, ils voulaient dézinguer le directeur juridique de l'époque, ils m'ont proposé d'être le directeur juridique d'ING Investment Management. Donc j'ai eu la chance d'être propulsé le plus jeune directeur juridique de France en finance, à l'âge de 27 ans, où là j'ai été revalorisé également. Alors, oui, en euros, je ne m'en souviens plus de celui-là, mais voilà. Alors l'important aussi dans les salaires, parce qu'effectivement on a un jeu qui consiste à celui qui a la plus... Enfin voilà. En réalité, il y a un vrai sujet sur les packages. Votre rémunération, jeunes gens, ce n'est pas uniquement votre salaire fixe. Il y a le bonus. Ah, il y a quelques entreprises qui versent des bonus, il faut quand même le savoir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le plan d'épargne salariale. Et quand vous entrez dans un grand groupe, ou des PME qui sont bien formés, vous avez des plans d'épargne salariale, ce qu'on appelle PEG, pour les groupes. Et ça vous permet d'avoir de la rémunération défiscalisée. Alors à l'époque dans laquelle nous vivons, mes chers amis, de l'épargne défiscalisée disponible au bout de 5 ans, c'est-à-dire en fait du revenu différé, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus que quand vous démarrez dans la vie, ces revenus-là sont débloquables quand vous achetez un logement, quand vous vous mariez. Oui, vous ferez cette erreur, rassurez-vous. Comme moi, ça vous pouvez le débloquer. Et quand vous avez votre 3e enfant, ça vous vient un petit peu plus tard. Mais voilà, donc vous avez des cas dans votre vie où vous pouvez débloquer cette épargne salariale par anticipation. Et ça fait partie du package qu'il faut à tout prix regarder, comme la puissance de votre CE, parce que c'est très très con, mais quand on est jeune et qu'on peut partir à Saint-Martin pour 1 000 €, ça se regarde pour 15 jours. Donc c'est des choses comme ça. Il faut regarder les conditions sociales de votre entreprise. Quand vous rentrez dans l'entreprise, avoir une grande discussion avec les autres. Alors attention, quand je parle de grande discussion, c'est pas squatter la machine à café. C'est dans le lien que vous créez, bien vous renseigner sur les avantages et inconvénients, parce qu'il y en a, de votre entreprise, y compris sur la mutuelle. Très très bête. Mais une mutuelle, ça coûte la peau des fesses. Quand votre entreprise vous fournit une très bonne garantie sociale, c'est extrêmement bénéfique, y compris pour votre future famille. Donc j'arrive, je suis donc chez ING-IM, qui fait un plan social. Nous sommes en 2003, et là, on dit « Ah, pauvre, un plan social ». Non, un plan social dans la banque, c'est top. C'est bien payé, on touche une bonne somme,
ce qui permet de faire un superbe apport pour un bel appartement. Et on est en 2003, j'ai la chance de pouvoir traverser juste l'esplanade de la Défense, parce qu'entre-temps, je suis passé de rue du Faubourg-Saint-Honoré à esplanade de la Défense. Ça, c'est glauque, par contre, dans une carrière, c'est très compliqué. Et j'arrive chez CCF. Alors, le CCF, c'était Crédit Commercial de France, qui a été racheté par HSBC. Et donc, j'arrive dans la société de gestion. Et rappelez-vous, j'étais directeur juridique d'ING Investment Management. Et là, je prends un poste de juriste lambda au sein d'HSBC Investment. Certes, c'est plus gros, c'est mieux payé parce qu'à cette époque-là, c'est 48 000 € de salaire fixe. Je ne connais pas trop le bonus, mais je sais que le PEG est extrêmement important. Au bout de 2 ans, j'ai beau été revalorisé à 54 000 €, je me fais chier, pour être honnête. Donc, je suis appelé par AGF Asset Management. Il y en a un qui était aux AGF, donc moi j'étais appelé par AGF Asset Management pour être le directeur juridique de la branche donc française de la société de gestion. Et là, je fais un coup de poker, c'est-à-dire que je suis chassé. Donc, par définition, quand on me demande mes prétentions, je ne les donne pas. J'attends qu'on me propose quelque chose. Et j'ai bien m'appris parce que le chiffre qu'ils m'ont écrit était bien supérieur à ce que je pouvais imaginer valoir. Donc ce jour-là, j'ai touché pour la première fois mon premier 1 million de francs en package global. Donc j'étais à 75 000 € de salaire brut fixe, un bonus autour de 30 000 € et puis mon package d'épargne salariale qui allait en conséquence. Et là, on est en quoi? On est en 2005. Donc je suis né en 74, donc à 31 ans, voilà. J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en sortant de la fac de droit en disant Jean-François, tu seras un jour directeur juridique d'un grand groupe. 31 ans, c'était plié. Mais ce n'est pas de tout repos. Alors après, les salaires augmentent, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, AGF Asset Management devient Alliance Global Investor, l'assureur bien nommé. Et là, je passe à 100 KE, par définition de salaire fixe. Et je m'en vais parce qu'on me refuse le poste de direction. Donc là, je dis allez vous faire voir, bye bye. Et j'appelle quelqu'un que je connaissais bien au Crédit Agricole Asset Management, qui était le directeur juridique de l'époque. Je lui dis puisque tu vas pas tarder à partir en retraite, ça serait cool que tu me prennes comme numéro 2. Parce que comme ça, tu me formes pendant 2-3 ans et puis quand tu te barres, je prends la place. Et il dit banco. Et donc j'arrive au Crédit Agricole pour le même salaire. Je ne bouge pas. En revanche, le package est beaucoup plus intéressant, puisque le Crédit Agricole Asset Management, c'était une très très grosse boîte, et en plus en holding. C'est-à-dire, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce que vous travaillez dans la filiale française d'un groupe étranger, auquel cas il faut quand même vous habituer aux us et coutumes du groupe étranger. Typiquement, chez AGF Asset Management, quand je suis arrivé, on m'a dit « T'inquiète pas, Cho, c'est tout en français. On est super français. » Oui. Ma première journée, c'est 3/4 du temps, ça s'est passé en anglais. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est pas grave, tu viens d'HSBC, tu parles super bien anglais. Pas du tout, en fait, parce que c'est HSBC, pour le coup, on parlait que français. Donc c'est un point, il faut gérer ce genre de choses, et donc je te rejoins totalement sur l'aspect langue. C'est fondamental. En finance, aujourd'hui, les 3/4 de votre journée, c'est une langue étrangère. Plutôt de l'anglais. Et si vous n'avez pas de bol, ça va être du néerlandais et de l'anglais. Mais du français, forget it, il n'y a pas. Donc il faut quand même bien l'avoir en tête. Il faut que vous vous mettiez dans l'anglais et que vous soyez super fluent parce que vous allez être amené à faire des conférences à l'étranger sur ce genre de choses. Et donc Crédit Agricole Asset Management devient Amundi parce que je suis rentré au Crédit Agricole Asset Management le jour de l'annonce de la fusion. C'est-à-dire que mon pote il m'a dit viens, je te prends comme numéro 2, en fait, il m'a... Voilà, parce que je suis arrivé le jour de l'annonce de la fusion, et c'est pas de bol parce que c'est pas lui qui est devenu directeur juridique, mais mon pire ennemi depuis 10 ans, dont je suis devenu le numéro 3, parce que même le numéro 2, j'ai pas eu. Néanmoins, l'avantage des grands groupes, c'est qu'il y a toujours autre chose à faire, et je suis devenu directeur des référentiels, directeur du projet FATCA, donc c'est la fiscalité américaine, directeur du LEI, qui est le Legal Entity Identifier, ce genre de choses, et je suis secrétaire général de FundXML, qui est un protocole d'échange d'informations informatiques. Donc là aussi, je viens du juridique, je suis maintenant spécialisé Ops, et je promeus à l'international un protocole informatique. Ça vous laisse une idée de ce qu'on peut faire dans une carrière, voilà, ce qui est important. Et donc aujourd'hui, mon package complet est
de 200 KE. Merci Jean-François pour ces exemples chiffrés. Ce que je vous propose maintenant, la transition a déjà été faite sur l'insertion professionnelle, sur la carrière professionnelle. Mais en fait, ce que je voulais vous donner, c'est tout simplement des chiffres officiels qui viennent de la faculté pour vous dire que sur 152 étudiants diplômés en 2012, 91% des étudiants avaient un emploi au bout de 6 mois. Sur les stages en fait, qui ont été faits, 60% des stages ont débouché sur un emploi. Donc parmi vous, en fait, je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui a débouché sur un emploi en stage. Pas directement, Pas directement. en fait. J'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein d'Auchan France. C'était une filiale, enfin c'est la filiale qui s'occupe de tous les hypermarchés, qui s'occupe toujours des hypermarchés français du groupe Auchan. Donc à l'issue de ce stage, pas d'opportunité de CDI ou de CDD d'ailleurs. Mais par contre, donc, je suis parti aux AGF et j'ai été rappelé, puisqu'il y avait un poste qui se libérait au niveau de la trésorerie groupe d'Auchan. Et j'ai rejoint donc la trésorerie groupe un peu après mon stage. Donc ça s'est pas fait dans la continuité, mais ça s'est fait très rapidement. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très récurrent. Franck, tu voulais ajouter Oui, moi, mon stage a débouché sur une embauche. D'accord. Alors, peut-être un contre-exemple, parce que moi, j'ai fait qu'un seul employeur. Ça fait 11 ans que je suis chez Oxylane, mais j'ai fait beaucoup de métiers aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est encore une fois dans la logique, il faut savoir forcer les portes, je pense, et se donner des opportunités. Alors c'est bien, il y a aussi le facteur chance qui joue, mais quand on est là au bon moment, au bon endroit, ça sert. Suite à mon DESS FFI, on a la possibilité de faire un stage, forcément. Mais à l'époque, on ne faisait pas de stage à l'étranger. Et moi, j'avais absolument envie de bouger, de voir quelque chose d'autre, en me disant, tiens, finalement, peut-être que ma carrière, elle se fera qu'en France, et c'est l'occasion rêvée. Sauf qu'à l'époque, rien n'était fait pour aller à l'étranger, en termes d'assurance, en termes de protocole. Donc j'ai galéré pendant 2 mois pour me battre avec l'université pour avoir l'autorisation d'aller faire mon stage à l'étranger. Et à l'époque, j'avais trouvé, toujours chez Decathlon, l'opportunité, soit j'allais dans une filiale de production en Thaïlande, c'était à Bangkok, à 45 minutes en avion de Phuket, ce qui est sympa, ou aller à Canton, en Chine. Voilà, donc la Chine c'est sympa aussi, c'est à côté, c'est à 1 heure de train de Hong Kong, sauf qu'on ne peut pas y aller parce que de toute façon une fois que vous êtes en Chine il faut des visas pour aller à Hong Kong, donc dans tous les cas on restait à Canton et je me suis dit bah allez finalement peut-être que Phuket j'aurai un CE sympa qui m'y emmènera dans 2-3 ans, je vais aller en Chine à Canton et Canton il y a 10 ans pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Chine, c'était vraiment très très intéressant, c'était une super expérience parce que le monde à la Chine s'ouvrait, il y avait tout à apprendre d'eux, donc c'était vraiment magnifique. Et suite à ce stage de 6 mois, moi je me suis retrouvé au bon moment où il y a justement un trésorier qui partait et j'ai eu l'occasion forcément d'intégrer Decathlon. Alors je dis forcément parce que finalement on se rend compte avec le recul que ça coule de source. Quand vous avez des étudiants stagiaires que vous connaissez, vous savez qui sont compétents, qui ont surtout la niaque, qui ont le bon comportement en entreprise, mais en général ça fait banco parce qu'on ne va pas aller prendre le risque de refaire une embauche, refaire des périodes d'essai sans connaître la personne. Donc les stages, ça ne déboule pas toujours forcément sur une embauche, mais je peux vous dire que pour les employeurs, quand il y a une possibilité derrière, que vous faites l'affaire, il n'y a vraiment aucun doute. On préfère prendre des gens que l'on connaît, que l'on a vus à l'œuvre pendant 6 mois, que de se retourner vers le marché de l'emploi. Ouais, pour illustrer et pour confirmer, chez Amundi, on a fait un truc un petit peu à retardement. On a pris le ranking des meilleurs stagiaires sur les 3 dernières années et on vient d'en débaucher 12 pour aller dans toutes nos filiales à l'étranger. Voilà, donc quand vous vous défoncez sur un stage, même 3 ans après, vous pouvez vous retrouver appelé, parce que votre ranking, il ne faut pas rêver. Hein. C'est Big Brother, on vous note, on vous suit. De toute façon, avec les réseaux sociaux, c'est facile. On sait ce que vous devenez, et donc on peut après vous relancer si on a des postes à pourvoir. Et c'est ce qu'on a fait chez Amundi.
Il me vient une remarque. Donc c'est pas mon parcours à moi, mais c'est le parcours d'une diplômée de l'année dernière. Une de vos collègues chinoises donc Ying Gao, qui est maintenant repartie en Chine et qui s'occupe maintenant d'une entreprise en tant que directrice financière. Cette personne en fait m'a démarché pour un stage de fin d'études, et elle avait le choix à l'époque à partir chez Decathlon notamment, et venir chez nous. Et en fait, elle a fait le choix de venir chez nous, pas parce que Decathlon c'est pas bien, bien au contraire, parce que en fait, le contenu du stage chez nous, c'était la mise en place de l'outil de trésorerie. Donc elle s'est vite retrouvée aux manettes du projet, donc chef de projet de cette mise en place. Elle a travaillé en stage chez nous 6 mois. Je l'ai pris ensuite en CDD 3 mois. Et son statut, c'est-à-dire le fait qu'elle n'était pas française, ne nous a pas permis de l'embaucher définitivement. Sinon, pour cette personne, Ying aurait été salarié à la fin de son stage. Et je dis ça parce que le stage que vous allez choisir, attention à ne pas devenir le secrétaire de la secrétaire du secrétaire. Et à faire attention au contenu du stage. Hein, il y a des fois des choses qui paraissent plus intéressantes, des grosses organisations avec du contenu, etc. Facialement. Vous savez, c'est un peu comme le taux facial. Mais il faut regarder le taux réel au bout. Et donc, n'hésitez pas à creuser, et il y a des choses fort intéressantes. Elle a géré pratiquement le pivot de trésorerie. Au bout de 3 mois, elle le gérait pratiquement seule. Et ça n'a pas de prix pour des organisations. Et donc, de fait, elle a tout fait. Hein, à la fois le cahier des charges, à la fois l'informatique. Et ça, vous n'allez pas forcément le retrouver dans des grosses organisations où vous avez des gens très spécialisés qui occupent déjà ces postes-là. Et c'est très difficile d'aller vers ces personnes parce que c'est souvent des tuyaux. Et donc, vous allez être dans un tuyau. Alors que dans des organisations plus petites, vous savez, c'est un peu l'image de l'ULM. Vous êtes dans un ULM, donc vous faites tout. Dans un Boeing, il y a un tableau de bord immense et vous occupez de 4 cadrans, 4 indicateurs. Votre collègue à côté s'occupe des autres. Donc voilà, le contenu du stage, c'est vraiment quelque chose d'important. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est important dans nos échanges, c'est qu'effectivement, d'une part, en fait, le salaire, finalement, vous ne l'avez pas forcément négocié. Et je pense qu'une des caractéristiques de ce salaire dont on parle souvent en France, et qu'en fait, au final, il n'est pas souvent négocié, mais proposé par l'entreprise. Pour mon expérience professionnelle, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand on vous demande un chiffre, ne le donnez pas en fait. Ne vous bridez pas, parce que l'entreprise souvent va vous donner l'opportunité de faire plus que ce que vous pensez faire. Donc ne vous bridez pas, la proposition qu'on vous fera sera certainement à la hauteur de vos attentes. Il y a quand même quelque chose qui est assez lissé dans le cas des entreprises, mais ne vous bridez pas. D'autre part, ne pensez pas que nous avons sélectionné les meilleurs des diplômés de la faculté. Ils en font probablement partie. Et ce que je veux dire, c'est que vos carrières sont très impressionnantes. Je pense aussi que c'est le temps qui fait les choses et qu'il est important de considérer aujourd'hui que quand nous avons envoyé l'invitation pour venir se présenter à vous, finalement, on a eu beaucoup de demandes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près beaucoup d'étudiants ont réussi différemment dans des secteurs différents. Le degré de réussite en fait est très personnel. Vous pouvez prendre plaisir dans un métier et ne pas gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent et pas aimer ce que vous faites. Donc le degré de satisfaction est très personnel, mais ne vous limitez à ne pensez pas ce qu'ont réalisé donc, nos intervenants aujourd'hui est tout à fait réalisable pour vous encore aujourd'hui, en France et partout ailleurs. Voilà, ne vous bridez pas dans ce que vous souhaitez faire et dans les propositions que vous souhaitez avoir de la part des entreprises. Mais effectivement, le stage est extrêmement important. On va parler aussi, enfin on n'en parle pas là tout de suite, mais je pense que dans les autres tables rondes, ils en parlent, et notamment dans le secteur bancaire. L'apprentissage, alors on avait un échange tout à l'heure sur 15 jours, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué à gérer pour l'entreprise. Néanmoins, c'est un formidable outil pour vous, en fait, étudiants, d'intégrer la vie en entreprise sur une beaucoup plus long terme. Personnellement, j'ai fait de l'apprentissage et j'ai été recruté par l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon apprentissage. Je suis chez Indosuez. Et à mon âge, en fait, on ne m'aurait jamais embauché si je n'avais pas réalisé l'apprentissage durant 2 ans. J'étais déjà salarié de l'entreprise. Et quand vous êtes en apprentissage, vous êtes déjà salarié d'une entreprise. Et c'est extrêmement valorisant. Je pense qu'un stage bien fait, ça a aussi le même poids dans le cadre de l'entreprise. Et vous pouvez très bien sortir de là avec
plusieurs propositions. On va passer à quelque chose dont on a déjà pas mal parlé, qui est la carrière professionnelle au final. Donc on va peut-être rapidement y passer, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans le cadre de vos parcours, on peut remarquer que vous avez pas mal bougé pour certains. La pérennité aussi peut souvent payer aussi dans le cadre des entreprises. C'est des parcours très différents. Bon, ce que je vous propose, c'est peut-être d'expliquer un petit peu ce que vous pensez en fait très personnellement. Est-ce qu'il est important pour vous d'envisager de bouger d'entreprise ou plutôt d'y rester? Et autre question, est-ce que la formation professionnelle, et je pense que pour ce qui vous concerne, ça a été vraiment important, est-ce que la formation professionnelle en cours de vie est quelque chose qui est finalement très présente? Est-ce que c'est proposé par l'entreprise ou est-ce que vous devez prendre vos propres initiatives? Donc je vais commencer sur cette partie. Alors, sur la formation professionnelle, je pense que c'est important en effet de se former tout au long de la vie. Je suis dans ce concept-là et donc globalement, tous les 5 ans, je reprends une formation, alors pas toujours diplômante parce qu'en vieillissant, on est moins alerte et puis on a surtout aussi beaucoup plus de responsabilités. Il me semble que le concept de formation tout au long de la vie est loin d'être un concept, il est absolument nécessaire. Je veux dire, les technologies vont tellement vite. Qui aurait pensé il y a une dizaine d'années que monsieur qui nous suit regarde quelque chose d'autre sur sa tablette, hein, ou puisse prendre des cours, ou regarder de la vidéo comme s'il était dans son salon. Il y a une dizaine d'années, c'était impensable. Donc toutes ces technologies avancent très très vite. Hein, on fait maintenant des choses, de plus en plus de choses dans de moins en moins d'espace. Donc ça nécessite d'être formé. Ça nécessite d'être à la page. Alors sur le fait de changer ou pas changer, moi je pense que c'est avant tout, je pense que tu parlais du fait d'être au bon endroit au bon moment, c'est avant tout finalement des opportunités que l'on crée et après chacun en responsabilité transforme ou pas cette opportunité. Moi mon parcours il est fait de changements et des fois de rupture d'ailleurs, hein, parce que les changements ne sont pas toujours, je dirais, provoqués. Hein. Vous avez une contrepartie, c'est l'entreprise qui vous emploie. Vous n'êtes qu'une contrepartie, donc à un moment donné, vous pouvez influer, et puis d'autres moments pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que le fait de changer d'organisation vous permet d'accumuler des expériences différentes. Et il y a une chose que je peux dire, enfin au moins une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en général, ce qui ne fonctionne pas dans une organisation ne fonctionne nulle part. Ce que vous voyez dans une organisation, ce que vous vivez et qui ne fonctionne pas, vous pouvez dire ça ne fonctionnera jamais autre part. C'est mon expérience. Par contre, ce qui fonctionne bien, si vous êtes adroit et si vous arrivez à adapter la méthode, il y a des chances que ça fonctionne bien ailleurs. Et ça, c'est vraiment une richesse de pouvoir rencontrer des secteurs différents, des métiers différents. C'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, le changement, moi je suis pour le changement culturel. La culture d'entreprise est totalement différente quand vous êtes dans une entreprise de grande distribution ou dans une entreprise de transport en commun ou chez un plasturgiste automobile qui fabrique 4000 pare-chocs par jour. C'est très très différent. Hein. Et il y a aussi l'expérience à l'international. J'ai travaillé par exemple pour un groupe, un groupe britannique, BOC, qui était un groupe international où j'étais dans une business unit. La business unit, c'était 4600 salariés. Le groupe mondial, 110 000. La culture n'est pas la même que dans une PME de 25 personnes où vous êtes, je dirais, l'administratif et le financier unique qui gère tout, avec une assistante. Hein. Donc, multiplier les expériences, c'est avant tout enrichissant. Hein. Alors après, en effet, il y a ce que vous faites bien, il y a comment vous êtes payé, comment vous êtes bien payé. Moi, mon credo, ça a toujours été fais un job qui te plaît. J'ai toujours pris plaisir en 25 ans de carrière dans mon métier. J'ai eu 1 ou 2 passages où j'étais sur des jobs alimentaires, comme on dit,
pour me nourrir, avec moins de plaisir. Mais ces périodes ont été très très courtes. Sur 25 ans, ça représente peut-être un an et demi de ma carrière. Hein, donc, prenez du plaisir et multipliez les expériences. En tout cas, c'est mon credo. On va peut-être demander à Franck en fait, de nous dire un petit peu comment toi en fait, tu fais pour, en restant dans l'entreprise, être valorisé et puis être amené à ce que tu sois satisfait. Alors, le changement, c'est important. Moi, ça fait 11 ans en effet que je suis dans la même boîte, mais j'ai pas mal changé. Alors, pour vous faire rapidement mon parcours, donc j'ai eu la chance de commencer en trésorerie, et ce sera peut-être l'objet de vos questions après, finalement par un poste, tu l'avais dit, un trésorier assistant sur le cash management pendant mes stages. Donc, j'ai fait 2 fois 6 mois comme ça. Après, je suis parti 2 ans et demi en Asie, donc je l'ai dit en Chine. Et comme c'était bien passé, j'ai repris la direction financière d'une activité de production à Taïwan pendant 2 ans. Et à mon retour, j'ai changé de métier. J'étais toujours directeur financier, mais d'une autre entité du groupe qui gère, elle, la conception des produits de marque propre et tout ce qui est approvisionnement. Donc, notamment, c'était sur les marques Newfield et Kalenji. Peut-être qu'il y a des coureurs parmi vous qui connaissent. Et pour évoluer, donc ça c'était très opérationnel, pour évoluer depuis 1 an donc sur un métier plus stratégique au niveau de la holding sur le poste de directeur financement. Donc finalement le changement, j'ai eu la chance de voir différents métiers. J'ai fait du retail, j'ai fait de l'industrie, j'ai fait de la supply chain, j'ai fait de la conception, et ça c'est essentiel. J'ai eu la chance de le faire dans la même entreprise, donc je conçois que c'est une vraie chance. Et ce que dit Pierre Gérard, et ça c'est hyper important, c'est la culture d'entreprise. Mais alors, c'est essentiel de se sentir bien dans sa boîte, de prendre du plaisir. Alors bien sûr, le plaisir, on a parlé, ça passe aussi par être payé à sa juste valeur, en tout cas comme nous on le perçoit. Il ne faut pas être frustré par rapport à ça. Mais une fois qu'on a éliminé cette partie-là, la culture d'entreprise, elle est essentielle. Bosser dans une boîte qui vous plaît, mais ça n'a pas de prix. Et d'autant plus qu'on a la chance avec nos diplômes communs, justement, nos diplômes ont beaucoup de valeur. On a eu la chance d'avoir le choix. Ça, c'est important. Il y a plein de sociétés. Dans les sociétés, il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes formations. On sent qu'ils sont un peu cramponnés à leur siège parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils n'ont pas la même valorisation professionnelle, ils n'ont pas le même diplôme. Je pense que nous tous, on a la chance d'avoir un vrai diplôme qui nous donne cette vraie flexibilité. En tout cas, moi je suis dans une société qui pour le moment me le rend bien. Je partage plutôt ses valeurs et ça c'est très important. Alors, on parle de changement, donc on a autour de la table différents types de changements. Le premier, ça va être changer d'entreprise. Le deuxième, ça va être changer de métier. Et il y a un troisième changement, donc c'est faire évoluer le poste dans lequel on est. Donc j'ai toujours travaillé en trésorerie, c'est le seul domaine où je pense m'y connaître un minimum. Donc ça signifie que j'ai pas eu d'autres expériences en direction financière, direction juridique, etc. Par contre, les métiers de trésorier sont multiples. C'est-à-dire que suivant l'organisation dans laquelle vous allez être, vous allez avoir une activité qui va être purement cash management. Et déjà dans purement cash management, ça peut être uniquement France, ça peut être France et international. Après, vous allez avoir d'autres structures donc, qui vont être cash management et une partie gestion des risques qui peut être limitée donc, au taux ou au change. Donc, ce sont des domaines connexes à la gestion du cash, mais un peu en périphérie. Quand j'ai rejoint en fait, le groupe Rocket, la trésorerie, c'était 7 personnes. Et sur les 7 personnes, nous avions 2 activités. La première, c'était du cash management. Et la deuxième, c'était la gestion du risque de change, pour faire très simple. Donc aujourd'hui, ça fait 8 ans. Donc toujours pareil, il faut prendre le temps de faire avancer les choses. Maintenant, le service, c'est 20 personnes. 20 personnes et nous avons récupéré en fait cette activité de credit management. Nous avons fortement élargi l'activité finance de marché, c'est-à-dire que là où nous faisions uniquement du change auparavant sur les devises G5 pour faire simple,
Nous avons accompagné bien sûr le développement du groupe, et maintenant c'est du G5 plus des devises exotiques. Nous avons été au niveau de la finance en fait en amont sur la gestion des autres risques financiers que supportait la société. Donc on parlait tout à l'heure matières premières, énergie, métaux. Donc nous avons élargi le périmètre d'intervention de la trésorerie et donc le périmètre d'intervention de la société vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a un point aussi important, est-ce que quand on recrute une personne chez Rocket en trésorerie, première chose qu'on lui dit, donc on lui dit deux choses. La première chose, en général, c'est pour faire un mémoire en fin de stage. On ne prend pas de stagiaires pour leur faire gagner la médaille d'or du mémoire de la FTE. Ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on leur demande et ce qu'on va leur donner, c'est une vraie découverte du métier. Donc ils vont être mis bien dans la structure. Ils vont réaliser une véritable mission. On ne va pas compter les pieds de tabouret et puis au bout de 6 mois les diviser par 3 pour savoir combien on a de tabourets. Ce n'est pas le sujet. Et l'autre point, c'est vous avez un œil neuf. Vous arrivez dans une structure où, parce que ça fait un certain temps que les personnes sont en place, etc., nécessité de pouvoir prendre du recul par rapport à ce que vous allez découvrir. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune dans une société que vous allez uniquement vous imbiber, vous allez aussi essayer d'apporter un éclairage à la structure dans laquelle vous intervenez. Et l'objectif, et c'est ce qu'on dit toujours, c'est les personnes font leur poste. Et dans les organisations, on peut être dans une petite structure ou dans un groupe un peu plus important, vous allez potentiellement avoir la possibilité de faire évoluer votre métier et votre organisation. Donc ça, c'est un point important. Donc tout ça pour dire, le changement, vous allez l'avoir à l'extérieur de la société, à l'intérieur de la société dans différents métiers, ou à l'intérieur de votre métier dans la société en fonction des évolutions que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Merci beaucoup. J'adhère totalement. C'est bien. C'est excellent et c'est vrai que vous le faites à la fois dans votre métier propre, mais également après dans votre domaine d'activité, parce que vous allez voir que plus vous montez dans la hiérarchie, plus votre poste a un contour assez flou. Et donc, ce qu'on attend de vous au niveau de la direction, c'est de prendre en charge les problématiques qui vous arrivent, que ce soit votre métier de base ou pas. Voilà. Donc soyez ouverts. Jean-François, j'ai une question en fait à vous poser maintenant. On le voit, vous avez tous atteint en fait des niveaux de responsabilité importants. Quelles sont aujourd'hui à vos postes en fait les perspectives que vous pouvez avoir? Quelles sont vos perspectives d'évolution de carrière que vous souhaitez mettre en place? Vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est confidentiel, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Ça va être compliqué. Enfin, c'est filmé, donc je peux pas dire à mon patron que je veux prendre sa place. Donc c'est super. C'est touchy comme truc. Non, après c'est le niveau de carrière avec lequel on se sent bien. Donc comme je vous l'ai dit, quand je suis sorti de la fac, de l'ESA et de la fac de droit, j'avais dit je voudrais être directeur juridique d'un grand groupe. Quand vous l'avez plié à 30 ans, ben oui, il y a un sujet de se remettre en cause et dire bon ok, j'arrête ma carrière maintenant, c'est-à-dire que pendant les 40 ans qui vont suivre, je vais juste faire ça. J'ai 39 ans accessoirement. Hein. Donc c'est compliqué. Donc on bouge, on change d'événement, puis après il y a le sujet du niveau hiérarchique. Donc il y a l'horizontal et le vertical. L'horizontal, bon, j'ai bougé, je suis aussi monté d'un petit cran. Et après il y a le sujet, est-ce que le poste du mec qui est au-dessus m'intéresse véritablement? Parce qu'au-delà de l'aspect pognon, moi qui me guide, hein, c'est-à-dire que tout le monde trouve son intérêt où il peut, moi c'est le fric, chacun son truc. Vous pouvez me faire à peu près n'importe quoi si je suis bien payé. Le sujet, c'est... Non mais voilà, moi je suis pas très socialement responsable. Hein, voilà, on avait dit pas de sujet de ce type. Mais... Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce que le métier du type qui est au-dessus de moi va m'intéresser? Est-ce que l'investissement que j'ai envie de donner dans mon métier permet d'assurer correctement? Parce que le sujet, c'est pas tant l'argent qu'on vous donne que ce que vous rendez par rapport à l'argent qu'on vous donne. C'est-à-dire que c'est toujours une relation bijective. Vous pouvez gagner énormément d'argent, si in fine vous en faites gagner beaucoup plus à votre entreprise, vous ne le volez pas. Et c'est à vous, ce qu'on appelle le seuil d'incompétence. Alors il évolue au cours du temps, je vous rassure, hein, le seuil évolue. Alors vers la fin, il peut diminuer, il faut faire gaffe. Mais le sujet, c'est ne jamais, toujours prendre le poste un petit peu au-dessus de ce qu'on sait faire, pour être
tirer vers le haut. Et à un moment donné, avoir suffisamment de recul pour dire non, ok, le poste du dessus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Merci, c'est très clair. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ? Alors la trésorerie, je vais continuer à parler de la trésorerie, excusez-moi, c'est un métier qui est en constant mouvement. Donc tant au niveau du développement des sociétés dans lesquelles nous sommes amenés à travailler, Franck a une société aussi qui se développe beaucoup à l'international, et donc c'est un métier qui est très enrichissant et dans lequel en fait on peut retrouver un intérêt intellectuel, donc découverte de l'extérieur. Et à chaque fois, nouvelle société, nouveau pays, nouvelles règles, donc nouvelles compétences. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je te rejoins en disant, demain, est-ce que ça m'intéresse d'être à la place de mon boss ? Moi, je dirais que non. Mais c'est purement personnel. L'ambition, c'est très bien. C'est très très bien. Après, je pense aussi qu'il faut connaître ses limites. Et moi, je pense que à aujourd'hui, je suis désolé, je suis peut-être un peu conservateur. Ma limite, je l'ai là. Ça me va bien. Je fais un métier qui me plaît, qui évolue beaucoup, qui m'enrichit intellectuellement et accessoirement aussi pécuniairement. Donc ça me va bien. Il y a un contact humain important, parce qu'il y a un point aussi dont on n'a pas parlé. Nous sommes ici au niveau finance, même si l'amphi en extérieur est un peu rouge saignant. En fait, dans la finance, vous avez beaucoup de relationnel également. Donc enrichissant au niveau relationnel, enrichissant au niveau des nouvelles problématiques que nous sommes amenés à gérer. Donc pour moi, mon ambition, c'est de pouvoir réussir à ce que je suis en train de faire. D'accord, merci beaucoup Yannick. Franck ? C'est vrai que sur nos parcours, après on est plus ou moins sur des postes stratégiques. C'est fatigant, il faut savoir beaucoup se renouveler. Et moi personnellement, je veux bien mon parcours repartir. Alors je le débute, ça fait qu'1 an que je suis sur mon poste, mais je m'imagine bien dans 6 ans repartir vers un métier beaucoup plus opérationnel. Demain, ça ne me dérangerait pas si on me proposait un poste de trésorier sur une filiale, par exemple, sur une grosse filiale. Parce que ce qui me manque, c'est de mettre les mains dans le moteur. Voilà, aujourd'hui, c'est intéressant. On vient avec tout notre cursus professionnel où on a été très opérationnel, donc on peut apporter l'œil très terrain. Dans 6 ans, je ne suis pas certain que je vais toujours avoir cet œil terrain, en tout cas au goût du jour. Donc il sera important pour moi soit de me former, ça c'était le sujet précédent, ou soit finalement de refaire peut-être un passage, repasser vers des postes plus terrain. Alors on va dire qu'ils sont peut-être moins valorisés dans la ligne hiérarchique, le DG, N-1, N-2, etc. Mais ce n'est pas un problème, en tout cas me concernant, parce que l'important, encore une fois, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Et puis je le considère comme potentiellement un passage. Je vais refaire ça pendant 5-6 ans, et puis pourquoi pas après reprendre d'autres postes. Moi personnellement, c'est plutôt comme ça que j'anticipe ma gestion de carrière. Merci beaucoup Franck. Je ne sais pas si Pierre Gérard va ajouter probablement quelque chose. Alors, en termes de perspective, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en tant que directeur général adjoint, j'ai à la fois, je m'occupe de 2 directions, donc une direction qui est très opérationnelle, qui est au service du client. Donc ça, je vis des choses passionnantes tous les jours. Je règle des problématiques qui n'étaient pas prévues. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'ai après la direction administrative ou financière, où là je suis plus sur des aspects stratégiques et fonctionnels. Donc je dirais que j'ai réussi à trouver ce mix qui est assez particulier, qui fait qu'on reste technicien et en même temps c'est tellement large qu'on prend plaisir tous les jours à faire ce métier. Alors les perspectives me concernant, c'est continuer en fait à innover. Nous faisons beaucoup d'innovation en matière financière certes, mais surtout d'innovation dans nos métiers, d'innovation sociale, d'innovation d'organisation. Donc on est en permanence dans le changement et à mes prochaines années, je vais continuer à faire une chose que je sais à peu près bien faire, qui est en fait la conduite du changement. La conduite du changement dans une perspective aussi qui est assez nouvelle finalement pour le grand public,
dont on parle de plus en plus, qui est la responsabilité sociétale et environnementale donc pour les entreprises. Ça, c'est vraiment un chantier important. Hein, le fait, par exemple, pour une entreprise de continuer à se développer, de continuer à faire des produits innovants, tout en respectant toutes les contreparties, que ce soit la planète, les clients, les fournisseurs, les salariés et toutes les personnes auxquelles elle est amenée à échanger. Donc ce sont les perspectives. Alors la question de prendre un poste plus important, je pense qu'elle ne se pose pas dans ces termes. Je pense que ce qu'il y a d'important, et je pense qu'on l'a tous dit, c'est le contenu de la mission, c'est le plaisir qu'on y prend, et c'est aussi, je dirais, l'adéquation entre les quelques compétences que vous avez, que vous renouvelez sans cesse, et puis ce qu'on vous demande de faire. Je pense qu'il faut se garder de jouer les grands écarts. Il faut absolument toujours avoir en tête ce qu'on est susceptible de faire et ce qu'on a comme arme ou outil dans la besace. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, une des limites aussi à l'évolution de carrière, ça peut être la famille et tout ce qu'on a à côté, puisque là, effectivement, le plaisir, on le prend aussi parce qu'on fait à côté du travail. L'entreprise peut nous amener aussi à faire des choses à côté. On n'a pas parlé, mais il peut y avoir des comités d'entreprise très puissants. Je pense au groupe Tricol, dont je fais partie aussi, ont un très bon comité d'entreprise, mais j'imagine que chez Oxylan aussi, Rocket aussi, peut-être Pacte également. Bon, c'est des choses importantes que vous allez vivre au quotidien et qui vont probablement aussi influencer votre carrière professionnelle. Au-delà de ça, je pense que ce qui vous caractérise aussi, c'est des rencontres que vous avez pu réaliser et qui vous ont amené à prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Il y a une chose qui ne change pas, une fois que vous avez fait un diplôme, votre premier diplôme ne changera jamais. Donc il est très important en fait de le valoriser. Et c'est un peu la partie dont on va parler juste maintenant, qui est la valeur du diplôme. On va embrayer en même temps, puisqu'il nous reste en gros un quart d'heure, 20 minutes pour en terminer. J'aimerais que vous puissiez poser des questions si vous en êtes d'accord. Donc la valeur du diplôme et le réseau des anciens, c'est des choses qui sont très importantes pour nous, association des anciens et des diplômés de l'ESA FFBC. Donc là, j'ai une question à vous poser. Si vous pouviez répondre de façon synthétique juste, quelle est pour vous la valeur de votre diplôme? On a parlé tout à l'heure des points forts et des points faibles de la formation. Mais est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas de problème de mettre, vous avez un diplôme de la FFBC sur votre curriculum vitae aujourd'hui? Alors, le problème, je suis très peu enclin au diplôme en fait. L'intérêt du diplôme qu'on a, c'est juste de dire, ok, j'ai validé une compétence intellectuelle de ce niveau-là. Alors plus effectivement on arrivera à valoriser le diplôme, plus on dira bon bah la compétence intellectuelle minimale, elle est là. Après c'est vous pendant votre entretien qui faites le tout. La raison pour laquelle vous avez été choisi, vous êtes sélectionné, c'est quand même super touchy. C'est pas uniquement, enfin c'est pas le diplôme, c'est ce que vous dégagez. Alors en partie ce que vous dégagez, c'est ce que vous avez appris. Mais voilà, donc je ne suis pas hyper attaché au diplôme. Merci. Clairement, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans alors je ne mets pas FFBC sur mon diplôme, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas changé, c'est toujours l'ESA. Donc quand on reçoit en fait des CV, effectivement il y a un processus de sélection qui se fait. Après, en gros, vous allez être en concurrence avec des bacs plus 5 finances, quelle que soit école de commerce, université, blabla. Quand on vous reçoit, et en tout cas pour notre part, c'est la niaque que vous allez montrer, le dynamisme dont vous allez faire preuve et la curiosité, donc l'intérêt que vous allez apporter. Donc après école de commerce, université, je suis désolé. Pour vous, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est passer souvent le premier stade, quand vous recevez des CV. Dans une DRH, souvent, il y en a un paquet qui peuvent rester parce qu'on va regarder. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous regardez? C'est plus tellement la RH qui le fait en direct. Moi, très clairement, sur la finance, vous allez y arriver, vous allez être en concurrence avec un X. On pourra valoriser autant qu'on veut le diplôme que vous allez avoir. Face à un X, c'est de la merde. Donc, on est juste... voilà. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous allez dégager sur ce sujet-là. Pareil. Donc, nous, les CV, nous sommes arrangés avec nos ressources humaines pour qu'il n'y ait pas de présélection qui soit faite par les ressources humaines. Ça arrive directement au niveau de la trésorerie. D'accord. Chez Oxylan?
Bah, c'est pareil, nous on a la chance d'être dans une société où voilà, un diplôme valide un niveau de connaissance, mais c'est absolument pas ce qu'on attend du candidat. C'est plus une personnalité, hein, des talents. Ça c'est essentiel. Pour échanger avec des copains qui ont fait les mêmes études, etc., je sais qu'il y a des boîtes où, moi je trouve ça ignoble, mais bon, c'est un avis personnel, mais voilà, il y a dès l'entrée un critère. Alors si vous avez fait telle école, vous avez telle grille de salaire. Si vous avez fait telle école, c'est une grille en dessous. Alors c'est comme les cartes, hein, il y a la premium, la gold. Et moi ça m'horripile. Enfin, je trouve ça tout simplement complètement archaïque comme mode de fonctionnement. Et je me suis toujours dit, en tout cas, moi c'est des boîtes, dès le départ, je ne souhaite pas travailler pour elles. C'est pourtant des belles adresses, des belles renommées, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on restera frustré, parce que justement, on ne pourra pas évoluer, parce qu'on n'est pas sorti de HEC, parce qu'on n'a pas fait X, etc. Donc, moi, je suis bien content de travailler dans une société qui laisse sa chance à tout le monde et où c'est la personnalité qui se révèle. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés maintenant, hein. Pierre Gérard, pour Pacte Métropole, ou plus largement d'autres expériences? Plus largement, en effet, je pense que ce diplôme donc a un intérêt, c'est qu'il valide en fait votre niveau de connaissance et surtout qu'il valide votre capacité à apprendre et à apprendre vite. Donc ça, c'est important dans notre société, je le redis, tout bouge de plus en plus vite. Apprendre bien et apprendre vite est important. En même temps, le diplôme, finalement, aujourd'hui, mes collègues l'ont dit, tout le monde ou presque, dans les niveaux de responsabilité que sont les nôtres, en tout cas après quelques années, ont ces diplômes. Et ce qu'on oublie très très vite, c'est le diplôme. Par contre, ce qu'on regarde, et j'étais encore dernièrement à une table ronde avec des recruteurs, ce qu'on regarde, ce qu'ils regardent, ce que nous regardons, c'est le parcours. Le parcours et la richesse de votre parcours. Et derrière cette richesse de parcours, qu'elle soit, peu importe, on l'a dit, hein, il y a 3 façons d'y aller. Derrière cette richesse, il y a votre personnalité. Votre personnalité, alors on parlait de niaque, on pourrait parler d'énergie, de force de conviction, enfin, tout ça est important. Finalement, le diplôme en lui-même n'a pas finalement, une fois qu'on l'a, hein, bien évidemment, n'a pas finalement beaucoup d'importance. D'accord, merci. Bon, c'est effectivement donc un des éléments, un des critères qui peut vous permettre d'être embauché ou pas, mais ce n'est pas un élément fondamental. Pour autant, nous, Association des anciens et des étudiants de la faculté et de l'ESA, en fait, on a pour ambition de vous amener cet élément supplémentaire qui peut faire la différence, qui n'est pas suffisant, mais qui peut être complémentaire, c'est de pouvoir jouer sur un réseau d'anciens étudiants qu'on pourrait mettre en place. Et donc c'est la dernière partie de notre table ronde aujourd'hui. C'est effectivement de vous poser une question et de la poser aussi à nos intervenants. Je pense que c'est aux États-Unis, il y a une phrase qui a été dite, c'est ne vous demandez pas ce que vous pouvez apporter à la FFBC, demandez-vous ce que vous pouvez vous apporter. Ne vous demandez pas ce que la FFBC peut vous apporter, mais demandez-vous ce que vous pouvez vous apporter à la FFBC. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que pensez-vous pouvoir apporter au diplôme, aux étudiants actuels? Qu'est-ce que vous souhaitez au-delà du partage et pour lequel je vous remercie évidemment d'être venu ce jour? Ben, le concept, c'est d'apporter mon propre réseau. Donc, c'est de pouvoir ouvrir les portes. En général, quand on rencontre une personne et puis que ça fit plutôt bien, on n'a pas de problématique à lui ouvrir les portes. Voilà. J'ai beaucoup de fournisseurs. Plus on travaille dans une entreprise qui est assez importante, plus on a des fournisseurs qui feraient un peu tout et n'importe quoi pour nous séduire. Et donc, ça permet de placer des gens. Ok, merci. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le tissu économique du Nord a une spécificité, c'est qu'il est relativement dense et avec des activités, des sociétés qui sont présentes dans des domaines complètement différents. Vous avez la possibilité de pouvoir travailler dans le Nord, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller travailler à l'international. Donc il peut y avoir des personnes qui ont la volonté de se développer dans un métier qui leur est cher, pas trop loin de chez eux, ou alors beaucoup plus loin.
Donc vous avez des personnes, on représente 4 sociétés autour de la table avec des activités complètement différentes. Et si on est là, c'est que potentiellement, vous pouvez vous appuyer sur nous pour pouvoir trouver, ne serait-ce qu'un stage ou autre, dans les entreprises. Donc voilà, c'est le premier, mettre le pied à l'étrier. En fait, c'est important. Je m'occupe pas, j'ai jamais été très réseau quand j'étais étudiant, mais là, en fait, il y a un certain nombre de sociétés qui vous proposent des débouchés après votre diplôme. Saisissez ces opportunités, clairement. Merci Yannick. Franck? Une autre, sans faire de la redite, oui, forcément, le réseau ouvre sur l'ouverture au monde professionnel, mais ce qui est important aussi dans le réseau, c'est, sans forcément chercher à bouger, c'est de pouvoir échanger. Ça, c'est important. Moi, je suis bien content quand j'ai des problématiques avec mes banquiers, de pouvoir appeler des copains de promo, leur dire, dis donc, toi qui es en banque, j'ai cette problématique, comment toi tu la traiterais? Et ça n'a pas de prix, parce que finalement, c'est du consulting gratuit. Hein, et si vous avez la chance de signer des factures de consulting, vous allez voir que ça coûte très très cher. Ou plus, si vous faites du consulting vous-même, vous verrez que vous facturerez très très cher. Et ça, c'est essentiel. Voilà. En plus, on partage en général oui, la même formation, ça fait un peu grande famille. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à tirer de cette association des diplômés. Merci Franck. L'attente par rapport à l'association des diplômés, je pense que c'est en effet avant tout un réseau, et en même temps, il y a quelque chose aujourd'hui qui manque cruellement dans cette association, c'est le lien. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de tentatives, bon, il y a des choses qui bougent, la preuve aujourd'hui. Enfin, les anciens bougent beaucoup, vous êtes assez passif. Je suis assez surpris du peu de questions. J'espère qu'on en aura quand même une ou deux avant la fin. Je disais donc c'est le lien. La création, et la création de ce lien, à mon sens, un des chemins pour ce faire, c'est le contenu de nos métiers. Et donc, ce sera intéressant d'avoir des échanges entre anciens qui font tel ou tel métier et vous-même qui êtes en train de choisir votre métier pour finalement créer ce lien. Parce que ce qu'il y a d'important, moi à mon époque, dans les parcours, on était 20 à 25 par parcours. Il n'y avait pas autant de parcours qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en avait 3 ou 4. Enfin, ma mémoire me joue des tours. Donc, et puis après, on s'en va. Donc on s'en va et on s'en va partout, dans différents métiers. Et puis une promo remplace l'autre. Et donc il y a à la fois le lien entre les anciens de la même promo, entre vous, et puis le lien entre les promos, et le lien entre les métiers aussi. Hein, et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut être animé par des anciens, mais dans lequel aussi vous pouvez être vous des acteurs. Parce que ce qu'il y a d'important dans une association de diplômés, c'est de pouvoir y participer quand vous êtes dans le diplôme. Si vous n'y participez pas quand vous êtes dans le diplôme, il est très très difficile ensuite d'être actif par la suite. Donc il faut consommer dès le départ et surtout échanger. Hein, la notion du lien est quelque chose d'important. Et quand le lien est créé, le lien reste. Hein, parce que quand on y trouve, tu parlais tout à l'heure de quand on fit, etc., quand on trouve de l'intérêt à la relation à l'autre, on la maintient. On l'amplifie même, on la développe. Voilà. Je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Et ce qui est important, c'est, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est qu'à la faculté, on a la chance d'observer 3 catégories de diplômes, finance, comptabilité, banque. Au quotidien, on l'a vu, ces 3 diplômes, en fait, aujourd'hui, se côtoient au quotidien dans la vie professionnelle. Là, on a voulu concentrer, vous êtes, finance, il y a les banques, il y a les comptables. L'idée aussi, c'est que vous puissiez maintenir un échange. Tout à l'heure, tu as abordé le fait que tu appelais tes anciens collègues banquiers. Et je pense que ça, si on avait la possibilité de pouvoir le créer et vous apporter une facilité au quotidien en disant tiens, j'ai un souci de trésorerie à placer, je dois faire un placement, je ne sais pas sous quelle devise, je vais appeler tel ami qui est banquier parce que j'en ai besoin. Si en plus il a fait le même diplôme,
avoir un lien, ça vous permet d'aller peut-être plus rapidement que si on n'en a pas. Donc c'est un peu l'idée qu'on souhaitait développer aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter. Maintenant, en fait, on est ouvert à vos questions. N'hésitez pas à nous les poser. Je pense que c'est important. Et puis, il y a une deuxième phase. On va juste aller après boire un cocktail. Allô. Bonjour. Moi, ma question, c'est pour savoir, en fait, quels sont les éléments qui vous ont motivé à faire les métiers que vous faites aujourd'hui. Notamment Jean-François qui a fait AES après master, droit des affaires, et s'est retrouvé aujourd'hui à la direction référentielle de Amundi. Comment ça se passe en fait, cette transition entre la vie professionnelle et la vie étudiante? Alors, moi je suis un peu particulier parce que je vais où le vent me pousse. Donc c'est un peu compliqué. Donc je ne suis pas nécessairement toujours un exemple. Mais l'idée, c'est de dire, il n'y a pas de temps carré défini. Quand j'ai vu une affiche dans la fac de droit, la première fois où je suis rentré, il était marqué « Faites votre maîtrise droit des affaires ». Donc j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Je ne savais pas ce que c'était, mais bon. Donc j'ai fait ça après AES. Ensuite, on m'a dit, le meilleur DESS de la région Nord, c'est le FFI. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais faire ça. Alors pour le coup, vu mon ranking, je pensais que j'allais me faire jeter en grande beauté, hein, parce que je n'avais pas forcément des super notes. Et Eric Debotte, qui était un super joueur de tennis, et moi j'étais arbitre international de tennis, on a vachement fité pendant l'entretien du jury. Je suis sorti premier choix du jury. Donc comme quoi, on peut avoir des mauvaises notes et pourtant intéresser les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est mon binôme de mémoire qui m'a emmené à Paris pour prendre un job que lui refusait. Donc ça, c'est un point important. Encore une fois, c'est le relationnel. C'est-à-dire qu'on a le même cursus, on a fait la même maîtrise de droit des affaires, on a fait le même DESS, on est binôme de mémoire, 2 jobs lui sont proposés, il dit ok, j'en prends un, le deuxième j'en veux pas, je le propose à mon binôme. Et donc c'est ça qui moi m'a amené là-bas. Après j'ai pris mon pied, hein, parce que le juridique dans l'asset management c'est quand même super sympa, et donc après je me suis vraiment éclaté. Il n'y a pas totalement que le pognon quand même. Ça répond à la question ou absolument pas? D'accord. Ouais, alors moi j'ai une question par rapport au master en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un master finance en fait? Par rapport à l'ensemble du programme et... Alors moi depuis que je suis tout petit, je m'intéresse aux cours de bourse et à la finance la finance cotée, pas la finance structurée ou finance de private banking, de private equity, pardon, ça c'est un truc qui m'éclate un peu moins. Mais j'ai fait aussi de l'immobilier avec des fiscalisations, donc ce sont des montages financiers. Donc entre la finance cotée et les montages financiers, c'est ça qui m'a vraiment plu dans le cursus finance fiscalité internationale. Donc dans le DESS finance et fiscalité internationale, ce qui m'avait intéressé, c'est l'ouverture d'opportunités de débouchés. C'est-à-dire qu'il y avait une petite partie en trésorerie, une petite partie en finance d'entreprise, une petite partie en fiscalité également. Donc ça ouvre pas mal d'horizons. Mais je ne savais pas quel métier je voulais faire, même après ma maîtrise à l'époque. Et j'avais eu le choix entre partir en DEA ou en DESS. Et puis après, je me suis dit, à un moment, il faut commencer à bosser, quoi. Donc j'ai choisi un diplôme qui était relativement réputé dans la région et qui ne me mettait pas dans une situation d'aller obligatoirement dans une niche à la sortie. C'est ça qui m'a intéressé. C'est vrai que ce côté, pour le Master Finance, ce côté pluridisciplinaire, il est passionnant. Enfin, entre la corporate finance, la finance de marché, puis finalement, si le peu qu'on soit un peu curieux, toute l'ouverture sur le monde géopolitique, parce que quelque part, ça peut nous paraître lointain, mais finalement, quand vous regardez les infos, et puis vous voyez des pirates somaliens qui attaquent des bateaux, oui, ça paraît très loin, mais quand le mois suivant, vous recevez votre facture de fret de transport qui a augmenté de 4% parce que les assurances piraterie ont augmenté, là vous dites, ah ouais, en effet, finalement, je le vis au quotidien. Et moi, je trouve que notre cursus, il est vraiment très très large. En tout cas, il nous donne une ouverture d'esprit qui est fantastique. Pour moi, c'est ce que je retiens le plus. Et une chose qui a été évoquée, c'est que parfois, on voit les financiers comme des gens carrés, sérieux, ce qu'on est, attention, hein,
Mais en tout cas pas des communicants. Finalement c'est tout le contraire, parce que les premiers VRP d'une boîte, en tout cas qui vont vendre leur entreprise auprès des banquiers, des marchés, etc., c'est souvent les financiers, donc les directeurs financiers, les trésoriers. Et ça, c'est un autre côté qui est passionnant dans le job, c'est que c'est un boulot éminemment humain, et où on fait énormément de rencontres. Alors moi, le choix du DSS FFI, en fait, il s'est un peu imposé parce que à l'époque, j'enseignais dans 2 écoles, notamment la trésorerie d'entreprise. Et j'étais en contact avec des personnes qu'on a déjà citées, donc Éric Debotte, Michel Levasseur et Gérard Desmulliers, au sein notamment pour Gérard et Michel, au sein d'une association professionnelle, l'AFTE, l'Association des Françaises des Trésoreries d'entreprise, dans lequel j'avais fondé avec un autre collègue, et ça c'est aussi des expériences formidables, un club des trésoriers de PME, parce que la FTE était plutôt à l'époque grande entreprise, encore maintenant. D'ailleurs, dans ce réseau, on retrouve un peu ce que tu disais tout à l'heure, à la fois des banquiers, des trésoriers, des directeurs de financement, et ça permet aussi d'échanger. Donc, moi, j'avais envie de reprendre un diplôme pour valider un peu mon parcours, et la spécificité du diplôme FFI, c'est qu'il est très reconnu dans la région. Il est connu, par exemple, à l'AFTE, tout le monde sait ce que c'est le master aujourd'hui, mais à l'époque, le DSS FFI. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui régionales, mais avec une aura européenne ou mondiale, qui ont des anciens, des diplômés de ce parcours. Donc j'ai pris ce diplôme-là parce que globalement, il y avait la moitié des matières que je connaissais en tant que professionnel, et l'autre moitié qui m'intéressait et qui me donnait une ouverture que je n'avais pas à l'époque sur l'international, la fiscalité et plein d'autres choses. Donc et puis, vraiment, la réputation du diplôme, hein, parce qu'en 2000, donc c'était la 20e promo, c'est le plus vieux de SS de France, à quelques mois après, je pense, avec Dauphine, enfin, ou l'un ou l'autre, mais enfin, c'est une formation, un parcours très réputé et qui continue encore à être coté, au-delà de l'école. Le diplôme en lui-même est plutôt très coté du côté entreprise et du côté banque. Hein, c'est reconnu pour être une formation qui débouche très très vite vers quelque chose d'opérationnel. Vous savez, le côté j'y vais de suite. Donc ça, c'est ce qui a diplômé, c'est ce qui a motivé en fait le choix pour le FFI. Merci beaucoup d'avoir pu partager avec nous vos expériences. N'hésitez pas à leur poser des questions tout à l'heure. On se rejoint, merci.